bonjour. Aujourd'hui, nous vous accueillons à Lyon, ville dans laquelle François Asselineau va venir passer quelques jours afin de soutenir nos candidats aux élections municipales. Il va également donner une conférence organisée par l'association Politeia, qui est en partenariat avec Sciences Po, au sein de l'université Jean Moulin Lyon 3, juste derrière moi. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le 22 janvier 2020 et je viens de réaliser une conférence de l'association Politeia à l'université de Lyon 3. Cette conférence, je crois, a intéressé le public avec des questions-réponses et elle a été enregistrée par l'équipe de UPR TV Rhône. J'en profite pour les remercier toute l'équipe et remercier plus généralement nos équipes de l'UPR Rhône avec Gaylord Desangles qui est à leur tête et l'ensemble des militants et des adhérents et des sympathisants de l'UPR du Rhône. J'invite toutes celles et tous ceux qui me regardent à aller cliquer j'aime et à s'abonner sur la chaîne de l'UPR TV Rhône et en même temps UPR TV National bien entendu. On m'a demandé de parler du futur de l'Union européenne. J'ai une petite anecdote à raconter sur le sujet. Voici, aux alentours des années 2004, par là, 2003-2004, je donnais des cours dans une grande école de commerce en Île-de-France et j'avais donné des cours sur les grandes civilisations du monde. Alors, les étudiants étaient extrêmement contents, donc ça m'avait valu les remerciements de la direction qui m'avait proposé d'autres cours. Et donc j'avais proposé un cours de futurologie. Et dans ce cours de futurologie, j'examinais en 7 grands cours de magistraux, j'examinais de la futurologie, et c'est avec ce que l'on appelle, vous savez que c'est une science qui n'en est pas une, parce que faire de la futurologie, ça n'est pas évident. Ça n'est pas uniquement le bar de café, il y a une science dure qui permet de prévoir un peu le futur, qui est la démographie. Et puis il y a des sciences plus molles qui portent sur la futurologie, notamment on essaie de repérer ce qu'on appelle les faits porteurs d'avenir. Essayer de voir dans le flot continuel d'événements qui arrivent, ceux qui sont significatifs peut-être pour la suite des événements. Et j'avais consacré un cours à l'Union européenne. Et j'avais déjà mes idées, mais j'avais fait un cours, pour ne pas heurter de front la doxa dominante, on était en 2004, c'est-à-dire il y a 16 ans, j'avais fait un cours où je présentais des scénarios différents d'évolution de l'Union européenne. Et pour être en phase avec la doxa dominante, j'avais présenté un code couleur en disant que le scénario rose vif, c'était une Union européenne devenue les États-Unis d'Europe, où tout allait bien. Puis il y avait un scénario rose pâle, et puis il y avait un scénario gris clair, et puis il y avait un scénario noir. Le scénario noir étant l'explosion et la fin de l'Union européenne. J'avais donc fait quelque chose que je croyais honnête, d'évoquer tous les possibles. Eh bien, figurez-vous que ceci n'avait pas plu. Le simple fait d'évoquer parmi des possibilités, je n'avais pas dit que ça serait comme ça que ça se passerait, mais le fait d'évoquer en 2004 parmi les possibilités que l'Union européenne pourrait finir par une explosion générale était considéré comme impie, comme une espèce de sacrilège, puisque c'est de ça qu'il s'agit en fait. Nous avons affaire à une religion qui ne dit pas son nom, on aura l'occasion d'y revenir, et donc m'avait valu une convocation. S'il vous plaît, on m'avait dit que le cours ne serait pas renouvelé l'année suivante. Ça s'appelle la liberté d'expression dans un établissement public d'enseignement supérieur. Vous avez noté que j'ai eu la courtoisie de ne pas nommer lequel. Alors maintenant, le temps a passé, 16 ans après, et nous sommes à 9 jours d'un événement historique d'une ampleur considérable qui est le Brexit, qui va avoir lieu, même si on pourrait toujours chinoiser sur les conditions exactes du contrat qui a été, du traité de retrait qui a été négocié et signé entre le Royaume-Uni et la Commission européenne, même s'il va y avoir pendant 1 an des négociations qui devraient se terminer, d'après la demande de Boris Johnson, avant le 31 décembre 2020 par un accord de libre-échange, enfin un accord de commerce plus exactement, avec l'Union européenne ou pas d'accord du tout. Et à ce moment-là, le Royaume-Uni tomberait dans l'escarcelle du droit commun de l'Organisation mondiale du commerce avec l'Union européenne.
Donc on peut dire que le Brexit va se passer un petit peu en biseau, mais il en demeure pas moins que c'est un événement historique d'une très très grande importance, et je pense que vous avez la chance de voir devant vous se concrétiser un événement géopolitique comme on en trouve peut-être parfois 1 ou 2 ou 3 fois par siècle, pas plus, puisque je suis absolument convaincu, je vais essayer de vous expliquer pourquoi, que le Brexit c'est le début de la fin de la construction européenne, et que c'est un peu comparable à ce qui s'était passé en avril 1989 du côté de Sopron en Hongrie, lorsque le gouvernement hongrois avait autorisé, d'ailleurs avec le lobbying de la fondation Kudorov-Kalergi, avait autorisé le premier démembrement du rideau de fer, et où des Hongrois avaient passé librement dans le Burgenland, qui est le land de l'Autriche contiguë. De ce petit phénomène avait découlé en fait l'effondrement du camp socialiste en l'espace de 2 ans. Et donc je pense qu'avec cette affaire de Brexit, on est confronté à quelque chose qui est d'une signification historique à peu près comparable. Je vais essayer de vous brosser rapidement ce que c'est que la construction européenne. Elle est partie d'abord d'un fantasme qui remonte à loin. On pourrait faire remonter ça presque à Octave, qui en moins 27 avant Jésus-Christ prend le titre d'Augustus, qui a été fils adoptif de Jules César, qui prend le titre d'imperator, c'est-à-dire général en chef des armées romaines, et qui prétend finalement créer un empire universel qui sera l'empire romain. Cet empire romain, notez bien, va conquérir une très grande partie de l'Europe et une grande partie du Moyen-Orient, et quasiment tout le Moyen-Orient et toute l'Afrique du Nord, mais c'est un empire qui est centré sur la Méditerranée. Ce n'est pas un empire européen. Vous savez que l'Irlande, vous savez que l'Écosse, il y a le mur d'Adrien, vous connaissez peut-être, qui séparait l'Empire romain de l'Écosse. Vous savez que tout ce qui est aujourd'hui la Scandinavie, tout ce qui est aujourd'hui la Pologne, la Prusse, n'était pas romain, n'était pas la Hongrie non plus. Donc l'Europe, elle est partagée entre une Europe qui a été romanisée, et la frontière passe à travers l'Allemagne, la Bavière par exemple, où le Rhénanie-Palatinat ont été colonisés par Rome. En revanche, la Prusse n'a pas été colonisée par Rome. L'extension maximale vers l'est, c'est la Roumanie, sous Trajan, comme vous le savez, qui a d'ailleurs donné son nom à la Roumanie. Ensuite, tout au long des siècles, on va avoir cette espèce de volonté d'empire universel qui va rejaillir après l'effondrement de l'Empire romain d'Occident. Lorsque Romulus Augustule, en 476 après Jésus-Christ, remet les insignes, les régalia de l'Empire, il les envoie à Constantinople. Toute l'Europe occidentale s'est effondrée sous l'arrivée des barbares. C'est le début du morcellement de l'Europe occidentale, et c'est désormais Byzance qui va reprendre le titre de Nouvelle Rome. Ensuite, la Nouvelle Rome s'effondrera à son tour sous les Osmanlis, devenant l'Empire byzantin, mais il y aura ce qu'on appelle la Troisième Rome, puisque Zoé Paléologue, qui est la nièce de Constantin XI Dragazès, le dernier empereur de Byzance, se mariera avec Ivan de Moscovie en emmenant avec elle les symboles de l'Empire byzantin, avec notamment l'aigle à 2 têtes, etc. Et même Moscou voudra le César, le Tsar, il prendra le titre de César, le Tsar, il reprendra le Tchin byzantin qui deviendra la nomenclatura russe, et l'Empire russe essaiera d'être la Troisième Rome. Entre-temps, à partir du Xe siècle, il y aura en Europe occidentale, du IXe siècle avec Charlemagne, la volonté de ressusciter l'Empire romain. Charlemagne recrée l'Empire romain d'Occident, ça ne dure que jusqu'à ce que ses 3 fils se partagent l'Empire, comme vous le savez, et malheureusement il avait 3 enfants. S'il n'en avait eu que 2, on aurait été plus calme pendant 1000 ans, puisque Charles le Chauve a obtenu la Francie occidentale, l'embryon de la France, Louis le Germanique a obtenu la partie orientale, le début de l'Allemagne, et puis malheureusement il y avait un 3e fils qui s'appelait Lothaire, qui a eu la partie médiane, qu'on a appelée la Lotharingie, qui a donné le nom de la Lorraine. Et c'est pendant 1000 ans, le monde franc et le monde germanique vont se disputer cette partie centrale de l'Europe, occasionnant de nombreuses guerres. Et puis ensuite va apparaître le Saint-Empire romain germanique avec la dynastie des Ottoniens, qui va prendre à son compte d'ailleurs une héraldique céleste, l'héraldique bleue aux étoiles d'or, qui est le symbole de la souveraineté de droit divin qui s'impose au peuple. C'est la création du Saint-Empire romain germanique qui va naître au début du Xe siècle avec Othon Ier, Othon le Grand, et qui terminera, comme vous le savez, en 1815 avec à la fin des guerres napoléoniennes et avec le congrès de Vienne. Ce Saint-Empire romain germanique, qui comportait d'ailleurs une chambre des États,
et puis des représentants des peuples, qui est en fait un peu le copier-coller de la Commission européenne d'aujourd'hui et du Parlement européen. En tout cas, c'est comme ça que Walter Hallstein l'avait conçu, puisque l'un des grands concepteurs des institutions européennes, c'est Walter Hallstein, sur lequel je ne m'étendrai pas, parce que sinon ça sera une polémique, mais enfin sur lequel je vous invite à savoir qui était ce personnage qui fut le premier président de la Commission européenne et qui avait été auparavant un des juristes d'Adolf Hitler et qui avait également été formateur de cours de nazisme dans les armées allemandes. En 1944, il a été arrêté par les Américains à Cherbourg et il a ensuite été envoyé à Camp Como dans le Missouri pour y subir le traitement qui est réservé aux prisonniers de guerre allemands que les Américains voulaient ensuite recycler en leur faveur. Cette héraldique bleue aux étoiles-là, on la retrouve d'ailleurs dans le drapeau européen de nos jours, qui fut inventé en 1954, pas d'ailleurs pour l'Union européenne, mais qui fut inventé pour le Conseil de l'Europe, avec 12 étoiles, et c'est ce drapeau marial, puisqu'il servait en fait, alors je vous renvoie là aussi, où il y a des ouvrages savants sur le rôle joué par Arsène Heitz et Pierre Lévy, qui ont conçu ce drapeau marial en application, je crois, du chapitre 13 de l'Apocalypse de Jean, qui est un symbole en fait de la Vierge Marie apparaissant avec 12 étoiles d'or sur la tête. Ce que bien sûr, dans les documents officiels, on n'avouera jamais qu'il s'agit de ça, mais c'est un point important puisque le drapeau européen ne représente pas, à la différence du drapeau américain où chaque étoile représente un État, le drapeau européen a un nombre 12 d'étoiles qui est un nombre invariable. Et quand vous demandez aux européistes pourquoi, ils vous disent non, c'est parce que c'est esthétique. Bon, très bien. Allez vous renseigner un petit peu plus de façon approfondie sur les origines de cette affaire. L'idée d'une construction européenne a parcouru les siècles qu'une espèce de remords pour avoir une Europe unifiée, qui n'a jamais eu lieu. L'Europe actuelle, avec les 27 États, les 28, mais bientôt 27 États, n'a jamais été unifiée. Jamais. Ça n'a pas existé. Il n'y a jamais eu de structure politique depuis 3000 ans, ou depuis le Big Bang, si vous voulez, qui relie à la fois le Portugal et la Pologne, l'Irlande et Chypre, la Finlande et la Grèce. Ça n'a pas existé. En revanche, il y a eu des césures, des fractures entre ce qui a été romanisé et ce qui ne l'a pas été, je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi entre l'Empire byzantin et le non-empire byzantin, entre l'Empire ottoman et le non-empire ottoman. On ne peut pas comprendre les Balkans, on ne peut pas comprendre la mentalité de la Grèce, de la Bulgarie, de la Roumanie, une partie de la Hongrie, si on oublie que ces pays ont été colonisés pendant plusieurs centaines d'années, à partir de Soliman le Magnifique notamment, disons à partir de 1520-1550, jusqu'à la fin du XIXe siècle. On ne peut pas comprendre ça. Ce sont des pays qui ont subi le joug ottoman. On ne peut pas comprendre non plus la Pologne si on ignore que la Pologne a été partagée entre la Russie et l'Allemagne à plusieurs reprises dans son égard et qu'elle a puisé dans sa catholicité, qui en fait un isolat catholique dans ce monde, quelque chose d'unique la foi catholique, c'est un peu comme au Québec, c'est fondu avec la foi nationale. Donc pour ne parler que de la Pologne par exemple, les idées françaises qui consisteraient à vouloir une Europe indépendante des États-Unis, c'est les Polonais ou les Pays-Baltes n'en veulent absolument à aucun prix, puisque les Polonais savent, les Pays-Baltes aussi, que depuis 1940, que la protection française ou britannique ne vaut rien et qu'ils veulent avoir le parapluie américain. Je dis ça en préfiguration de ce que j'ai dit tout à l'heure sur les questions militaires. Alors donc, on a eu ce projet qui a rebondi de siècle en siècle. Alors je ne vais pas vous parler du projet de l'abbé de Saint-Pierre, du projet de Dante Alighieri qui, dans la Divine Comédie, Dante Alighieri, il est du côté des Gibelins, c'était du côté de l'Empire, on est au début du XIVe siècle, fin du XIIIe, début du XIVe siècle, il écrit la Divine Comédie, c'est l'un des plus grands poètes mondiaux, en tout cas un des plus grands poètes de langue italienne. Et Dante Alighieri, dans sa Divine Comédie, règle son compte à tous ses contemporains. Lui, il est du côté du Saint-Empire romain germanique. Il considère que le Saint-Empire romain germanique devrait dominer tous les pays d'Europe occidentale. Et il se heurte en fait aux Guelfes, qui eux sont les partisans du pape. Donc il est contre le pape, d'une part, Boniface VIII, mais il est également contre la volonté du trait chrétien. Le trait chrétien, vous le savez, dans la titulature officielle de la monarchie, des monarchies d'Europe occidentale, c'est le roi de France. Vous savez que dans la titulature officielle, vous avez Sa Gracieuse Majesté, depuis des centaines d'années, c'est le roi ou la reine d'Angleterre. Le roi très chrétien, c'est le français, c'est le roi de France. Le très catholique, c'est le roi d'Espagne. Sa Majesté très fidèle, c'est le roi de Portugal. Donc quand on dit le très fidèle a écrit au très chrétien, ça veut dire le roi de Portugal a écrit au roi de France. Eh bien, Dante Alighieri constate que Philippe le Bel ne veut pas se soumettre à cet empire européen. Philippe le Bel disait « Je veux être empereur en mon royaume ».
Et d'ailleurs, Philippe le Bel ne voulait pas non plus de la souveraineté du pape. Vous savez que Philippe le Bel ira faire assassiner d'ailleurs Boniface VIII à Anagni. Quelques années après, la France mettra sous sa coupe à Avignon, en Avignon, les papes d'Avignon, ça durera environ 70 ans. Mais Dante Alighieri, il règle son compte dans la Divine Comédie et décrit le roi de France comme étant un roi faux monnayeur. Et pourquoi faux monnayeur? Parce qu'il rogne la monnaie pour précisément payer des mercenaires pour avoir une armée pour pouvoir résister à la mainmise du Saint-Empire romain germanique. Toujours bleu aux étoiles d'or. Ça fait, comme disait De Gaulle, on en a vu d'autres. Alors d'année en année, de siècle en siècle, on a eu ces rebondissements qui sont arrivés jusqu'en 1849, où Victor Hugo, au Grand Congrès de la Paix, c'est le grand réveil des nationalités, auquel je pense qu'on va assister d'ailleurs dans les décennies qui viennent, dans les années qui viennent. En 1849, De Gaulle fait ce fameux discours où il prophétise les États-Unis d'Europe. Je m'adresse à vous parce que les publics universitaires en général ont été abreuvés de cette idée selon laquelle Victor Hugo était un génie, c'était un génie littéraire, ça c'est vrai, et qu'il avait prophétisé les États-Unis d'Europe. Je n'ai pas le temps ici d'aller dans le détail, je vous renvoie à toutes les conférences qui sont en ligne sur notre site, notamment sur, je pense, sur l'histoire de France, ou d'autres sur l'Europe, je me rappelle dans lequel j'ai fait ça, et ça vaut le coup d'aller relire le discours de Victor Hugo. Parce que le discours de Victor Hugo de 1849, il dit « Viendra un jour où vous, France, vous, Angleterre, vous, Espagne, vous, Russie, vous fondrez en une seule entité comme l'ont été la Normandie, la Bretagne, etc. » Vous connaissez ça aussi, c'est un discours récurrent. Ben oui, mais la France, elle a été constituée petit à petit, donc ça va se passer pareil. Où vous créerez les États-Unis d'Europe. Et il poursuit en disant « Sous la main du Créateur ». L'idée, c'est que vous tendrez la main aux États-Unis d'Amérique. Ça préfigure quasiment le TAFTA. Vous coloniserez la planète. Parce que l'idée, c'est de coloniser la planète pour étendre la vraie religion à l'ensemble de la planète et aussi pour, comme il le dit, rendre l'Afrique à l'homme et l'Asie à la civilisation. C'est-à-dire comme s'il n'y avait pas d'hommes en Afrique, comme si c'était que des sauvages, et l'Asie à la civilisation comme s'il n'y avait pas de civilisation en Asie. En fait, il dit plutôt que de faire des révolutions, vous ferez des colonies. Donc, dans la pensée hugolienne de 1849, la création des États-Unis d'Europe est une création de domination mondiale pour imposer les valeurs de l'Occident à l'ensemble de la planète. Et c'est le grand lancement de la politique de colonisation qui trouvera son triomphe, vous savez, notamment au congrès de Berlin, dans les années 1878, je crois, ou 80, où les puissances européennes finiront de se partager l'Afrique. Après la Première Guerre mondiale, on aura effectivement le pacte Kellogg brillant. Vous savez qu'il va y avoir ces idées, ces premières tentatives de créer une Union européenne. Il faut bien comprendre quelque chose, c'est qu'après la Première Guerre mondiale, comme juste après la Seconde Guerre mondiale, comme après 1945, créer l'Europe, c'est quasiment unifier le monde. Puisqu'à la seule exception de l'hémisphère occidental, comme on dit, c'est-à-dire l'Amérique latine qui est placée sous l'autorité des États-Unis d'Amérique, les grandes puissances d'Europe occidentale dominent la planète. Toute l'Afrique est colonisée, à une ou deux exceptions près, le Libéria, des choses comme ça, mais toute l'Afrique est sous domination française, ou anglaise, ou portugaise, ou espagnole, et même un petit peu italien. L'ensemble du Moyen-Orient est sous domination française ou anglaise. L'ensemble du sous-continent indien est sous domination anglaise. Ce qui est aujourd'hui l'Indonésie est une possession néerlandaise. Quant à l'Extrême-Orient, alors c'est vrai que le Japon est resté un des rares pays au monde avec la Thaïlande à ne jamais être colonisé, mais la Chine a été dépecée entre les puissances occidentales. Rappelez-vous, si vous lisez le Lotus bleu, vous verrez les concessions françaises à Shanghai, concessions internationales. Et c'est en 1949 que tout ceci s'effondrera avec l'arrivée au pouvoir des communistes de Mao Tse-tung. Donc d'une certaine façon, vouloir construire l'Union européenne, construire une Europe unie en 1945, c'est d'une certaine façon c'est une espèce de mondialisme. C'est vouloir créer une entité qui gouvernerait l'ensemble du monde. Et il y a un vice d'origine dans cette affaire, dont on n'est toujours pas sorti d'ailleurs, c'est le problème du périmètre auquel s'applique cette volonté de construction. Comme disait Jean-Jacques Rousseau, je crois, les idées générales sont les sources des plus grandes erreurs des hommes. Et comme le disait d'une façon plus percutante le chancelier Otto von Bismarck, « Wer von Europa spricht, hat Unrecht » qui parle d'Europe se trompe.
c'est un fantasme, l'Europe. D'ailleurs, vous savez que Europe, c'est un mot qui vient, paraît-il, de l'acadien, pas de l'acadien de chez nos amis québécois, mais de l'acadien de l'Acadia avec 2 K. C'était une langue du Moyen-Orient, du temps de Nabuchodonosor, qui viendrait de 2 verbes, Erebu et Assou. Assou, c'est veut dire le lever du soleil, et Erebu, le coucher du soleil. Erebu serait donc le lieu du coucher du soleil, et Assou, qui a donné l'Asie, serait le lieu du lever du soleil. C'est assez crédible quand on pense que le Japon, c'est le pays du soleil levant, étymologiquement, Nihongo, et quand on pense aussi que sous l'Égypte pharaonique, le monde des morts, c'était justement la partie occidentale de la rive du Nil. Vous savez que pour un certain nombre de peuples, notamment en Afrique, les Africains pensent que les Européens, les Blancs, sentent le cadavre. L'idée que le monde du mort se trouve à l'ouest et puis qu'ensuite le soleil se couche et puis de façon souterraine, vous avez Képer qui pousse le petit scarabée Képer, ça c'est dans la mythologie pharaonique, pour faire remonter le soleil de l'autre côté. Accrédite cette idée que l'Europe est quelque chose qui n'est pas défini et qui est un peu mystérieux, et c'est à la fois le futur et aussi la mort. Vous savez que dans la mythologie grecque, c'est Zeus qui enlève la nymphe Europe sur les rives, à Tyr, sur les rives du Liban actuel, et qui l'emmène justement vers l'ouest, on ne sait pas où. Donc de cette imprécision de départ, il y a cette imprécision fondamentale sur ce que c'est que la construction européenne, et notamment son périmètre. Or, c'est gênant. C'est gênant parce qu'on postule qu'on va avoir une union sans cesse plus étroite. C'est ce qui est écrit au début du traité de Rome, qui a été repris ensuite pour une union sans cesse plus étroite des peuples d'Europe, mais une union sans cesse plus étroite avec un nombre sans cesse croissant de gens et de peuples. Et on ne se pose pas la question sur l'affectio societatis, comme on dirait, c'est-à-dire quelle est la réelle attirance des gens les uns avec les autres. L'autre jour, j'étais à un débat dans une école de commerce parisienne avec le directeur de cabinet de Madame Pénicaud, qui s'est rappelé qu'il avait piscine au bout de 30 minutes et qui a quitté le débat. Et puis une dame qui était là, qui était une spécialiste de l'euro. Et alors à un moment, elle m'a dit, parce qu'elle était une européiste grand teint, elle m'a dit, enfin monsieur Asselineau, quand même, il doit y avoir une solidarité entre les membres de l'Union européenne, et il doit y avoir ci, il doit y avoir ça, il faut qu'on, il y a qu'un. Il doit y avoir. Et elle me dit, est-ce que vous avez un conjoint, est-ce que vous êtes marié, est-ce que vous avez une femme? Il y a bien une solidarité avec votre femme. Je lui ai répondu oui, mais je ne suis pas marié avec 27 femmes. J'avoue que la salle rit comme vous riez. Mais oui, mais ça paraît tout con, mais c'est la base. Imaginez qu'on ait voulu fusionner la France, et la seule France et la seule Italie. Il y a peut-être des Italiens dans la salle, c'est un pays, je parle de l'Italie parce que je pense que de tous les pays d'Europe, à part peut-être la Belgique wallonne, certainement la Belgique wallonne et la Suisse romande, mais la Suisse est restée à l'écart, c'est avec l'Italie, c'est vraiment les 2 sœurs latines, c'est sans doute le peuple dont on est à tout prendre le plus proche, dont les langues sont quand même assez voisines, qui ont un petit peu la même façon de voir la vie, un petit peu. Hein. Ben je pense qu'au bout de 60 ans, je ne suis pas sûr du tout qu'on aurait réussi à fusionner la France et l'Italie. Mais là, c'est pas la France et l'Italie. C'est la France et la Slovénie. C'est le Portugal et la Lituanie. C'est Chypre et l'Irlande. Enfin, un jour, quand tout s'effondrera, tout le monde dira bah, c'était tellement évident. Seul le dogme, seule l'idéologie met des écailles sur les yeux, comme on dit dans les évangiles. C'est-à-dire frappe les gens d'aveuglement par rapport à quelque chose qui ne peut pas marcher. Alors, les pères fondateurs ont eu une idée qui, apparaît-il, était une idée géniale. C'était l'idée de faire un marché commun, c'est-à-dire d'agir sur une pensée marxienne, à défaut d'être marxiste, c'est-à-dire de penser qu'en agissant sur des substructures économiques, on va faire apparaître un sentiment d'appartenance nationale. Alors tout le monde s'est ébaubi devant le discours de Jean Monnet et de Robert Schuman, la méthode Monnet-Schuman. Alors je ne veux pas être polémique, mais enfin on sait très bien que le discours de Robert Schuman créant la CECA n'a pas été écrit par Robert Schuman, il a été écrit dans les bureaux de Dean Acheson, le secrétaire d'État américain de l'époque. Et puis surtout, cette méthode Monnet-Schuman, elle n'était pas très, très nouvelle, puisque c'était déjà la méthode du Zollverein, celle que Bismarck avait utilisée pour unifier l'Allemagne après la bataille la bataille de Sadova et puis la guerre du Schleswig-Holstein, c'est-à-dire lorsque, à partir de 1866, cette date absolument centrale de l'histoire de l'Europe au XIXe siècle, la bataille de Sadova, lorsque Bismarck a commencé à unifier l'Allemagne autour du royaume de Prusse. Et pour unifier l'Allemagne autour du royaume de Prusse, Bismarck avait lancé l'idée d'une union douanière
Zollverein, pour unifier à la fois, avoir une même monnaie, une même union douanière. Mais il s'agissait de peuples germaniques. Il s'agissait d'un même peuple qui avait la même langue. Il ne s'agissait pas d'unifier des peuples qui n'avaient rien de commun. Cette idée d'ailleurs de créer une monnaie qui fédérerait les peuples était une idée bien plus ancienne, puisque tous les empires ont toujours créé des monnaies supranationales. Je vous renvoie à ma conférence sur la tragédie de l'euro, où vous découvrirez que depuis l'Empire romain, quand l'Empire romain s'est désintégré, le sesterce s'est désintégré, et vous parcourrez avec moi dans cette conférence tous ces empires qui se sont tous désintégrés, y compris le XXe siècle et la grande période des désintégrations de monnaies plurinationales. Lorsque l'Union soviétique s'est désintégrée avec 15, et le rouble s'est désintégré en 15 monnaies. Lorsque la Tchécoslovaquie s'est désintégrée, il y a eu 2 monnaies. Pareil pour la Yougoslavie. La dernière monnaie née de ces démembrements, c'est la monnaie du Sud-Soudan, lorsque le Sud-Soudan est devenu indépendant. Voilà. Donc là, nous avons affaire à une monnaie européenne. Je ne parle même pas des questions techniques, je parle d'un point de vue de l'histoire monétaire, et qui est un classique d'une opération de colonisation, un classique d'une opération visant à faire naître un peuple de façon artificielle à partir d'outils comme l'union douanière ou comme la monnaie. Alors le problème, c'est que est-ce que ça marche ? Toute l'histoire du monde a montré que ça ne marchait pas. Parce que c'est une règle absolument fondamentale que l'on trouve mentionnée pour la première fois dans la Bible, dans le premier livre des Maccabées. Un peuple et une monnaie, c'est un peuple et une nation. Ce que de façon moins mystique et plus, comment dirais-je, d'un point de vue économique plus empirique, les gens comme Robert Mundell, qui a été prix Nobel d'économie, avaient récemment mis à jour sous le nom de zone monétaire optimale. Une monnaie ne peut fonctionner que s'il y a une solidarité naturelle éprouvée entre les peuples qui utilisent cette même monnaie. Je pourrais répondre à tout ça si vous le voulez tout à l'heure, mais je vois le temps passer, j'ai beaucoup d'autres choses à vous dire dans cette petite présentation. Entre autres termes, ne croyez surtout pas le discours ambiant qui vous explique que l'euro c'est une création, on n'a jamais vu un truc pareil. Si, il y a un truc c'est vrai que ce qu'on n'a jamais vraiment vu, c'est une monnaie qui repose finalement sur une absence d'État réel derrière, mais il y a quand même une volonté qui est derrière la création de l'euro, c'est une prise de pouvoir par une oligarchie transnationale et qui impose l'euro au peuple avec des conséquences qui sont absolument dramatiques, comme on va le voir dans un instant. Alors, au point où nous en sommes arrivés, bien même, je crois, les pro-européens les plus viscéraux ne peuvent pas quand même reconnaître qu'il y a un problème. Il me semble. Ou alors il n'y a plus de discussion possible si on ne parle pas du même constat. Premier point, c'est que nous avons affaire, dans 9 jours, à la sortie d'un très grand pays. Ce n'est pas la première fois que des territoires sortent de la construction européenne. J'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer. Le Groenland, qui est une colonie du Danemark, qui est sortie de la construction européenne du marché commun en 1995, je crois. Ils n'ont jamais, il y a quand même 85 000 habitants, il n'y a pas que les phoques et les baleines, il y a 85 000 habitants, c'est quand même quelque chose. Ils n'ont jamais voulu rentrer dans le marché commun. Il y a également, je l'ai suffisamment cité, pour que les médias n'en parlent jamais d'ailleurs, vous savez que les territoires d'outre-mer français ou néerlandais, il en reste quelques-uns, etc., font partie de l'Union européenne, ce qu'on appelle les régions ultra-périphériques, les RUP. Mais seuls certains d'entre eux en font partie. En France, ce sont les départements d'outre-mer qui font partie des RUP. Les DOM sont des RUP. En revanche, les TOM et les COM, c'est-à-dire les territoires d'outre-mer et les collectivités d'outre-mer de la République française, ne sont pas des RUP. Or, ça veut dire au passage que le demi-million de Français, nos compatriotes, qui vivent en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Wallis et Futuna, ainsi qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon, ne sont pas dans l'Union européenne. Ils ont d'ailleurs, du moins dans le Pacifique Sud, le franc Pacifique. Ils se portent très bien, merci pour eux d'ailleurs, c'est en passant. Bon, ils n'ont pas disparu dans l'espace-temps. Mais il faut savoir que dans les Antilles, il y a un département d'outre-mer qui s'appelle la Guadeloupe, qui en fait est un archipel. Vous avez Grande-Terre et Basse-Terre, puis vous avez la Désirade, Marie-Galante, et vous aviez Saint-Barthélemy. Saint-Barthélemy, c'est l'île des milliardaires. C'est là où, je crois, Laetitia Hallyday est en procès pour essayer de récupérer, je ne sais pas quoi. Ça n'est pas Saint-Martin, parce que Saint-Martin,
Saint-Martin, c'est là où le couple Balkany avait placé certaines de ses économies. Saint-Martin, c'est encore autre chose. Saint-Barthélemy, c'est une petite île de milliardaires. Ils ont fait un référendum, je crois en 2002. Ils ont décidé de sortir du département de la Guadeloupe. Mais 95% des habitants ont décidé de sortir de la Guadeloupe. Ils sont donc devenus d'un département d'outre-mer, ils sont devenus collectivité d'outre-mer, ils sont sortis de l'Union européenne. Alors moi j'étais allé à Saint-Barthélemy, j'avais fait un voyage d'études extrêmement important, pour aller m'entretenir avec celui qui était devenu le président de la collectivité d'outre-mer. Et auparavant, il était maire de Saint-Barth, maintenant il est président de la collectivité d'outre-mer. Il s'appelle Bernard Magras, et j'étais allé le voir dans son bureau, on l'a filmé, d'ailleurs vous trouverez ça dans des vidéos. Malheureusement, il y avait un bruit d'air conditionné qui couvrait un petit peu le son. Et je lui avais demandé, Monsieur le Président, est-ce que Saint-Barthélemy a disparu en sortant de l'Union européenne? Elle est partie d'un rire, en disant que de toute façon, maintenant, c'est eux qui décidaient de fixer leurs taxes, tout se passait très bien, merci. Alors évidemment, certains vont dire, oui, mais il se moque de nous, il prend des têtes d'épingle. C'est vrai. C'est la raison pour laquelle la sortie du Royaume-Uni est un événement historique. Parce que le Royaume-Uni, c'est le Royaume-Uni. C'est quand même la 5e, 6e, 7e puissance économique mondiale. C'est un pays qui a colonisé, c'est le pays qui a colonisé le plus de pays au monde. C'est un pays qui se reconnaît dans toute une série d'États. Je rappelle que Sa Majesté Elisabeth II, en dépit de ses soucis familiaux, reste le chef d'État du Canada, reste le chef d'État de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, reste le chef d'État d'une quinzaine de pays, y compris, non pas le royaume de Tonga, c'est le roi Tupukat, mais des îles Salomon, etc. Je rappelle aussi, plus fondamentalement, pour les gens qui aiment l'histoire et les récurrences historiques, que le Royaume-Uni a toujours été à la pointe des évolutions sociétales et de la quête des libertés publiques, des libertés individuelles et des libertés économiques dans le monde occidental depuis 1215. C'est quand même quelque chose qu'il faut méditer. C'est en 1215 la Magna Carta, c'est-à-dire pour la première fois dans l'histoire du monde, eh bien, un roi est obligé de concéder une grande charte, la Magna Carta, pour concéder aux féodaux qu'ils ont des pouvoirs et le roi n'a pas tout pouvoir. Et puis après, vous aurez l'habeas corpus, vous aurez la glorieuse révolution, vous aurez la grande remontrance, enfin toutes ces séries allez voir l'histoire de l'Angleterre, où petit à petit, le pouvoir royal a été obligé de céder de plus en plus de poids à la révolution, enfin à la volonté des Britanniques de maîtriser leur destin, jusqu'à finir, après l'épisode de Cromwell, jusqu'à finir par avoir cette invention de la monarchie parlementaire, avec un monarque qui règne mais ne gouverne pas. Vous savez que la reine d'Angleterre ne fait que lire le discours du trône tous les ans qui lui a préparé le gouvernement du moment, mais elle n'a pas son mot à dire. C'est ce pays qui a inventé également le capitalisme, c'est ce pays qui a inventé également les trade unions, les syndicats, c'est ce pays qui a également été, en 1940, après la débâcle française, et alors que les États-Unis étaient prudemment restés comment dirais-je, neutre dans le conflit qui embrasait l'Europe occidentale avec Adolf Hitler, puisque en fait il y avait un très fort courant aux États-Unis pro-nazi, dont Charles Lindbergh était d'ailleurs l'un des fers de lance. Les États-Unis étaient restés jusqu'à Pearl Harbor, sur lequel il y aurait beaucoup de choses à dire, étaient restés neutres. Il ne faut jamais oublier que les Américains d'ailleurs ne sont pas des Anglais. On parle des Anglo-Saxons, comme vous le savez, les Anglo-Saxons ce sont des Anglo-Saxons. Voilà. Donc n'oubliez jamais que les Américains ne sont pas des Anglais, c'est un mélange. Il y a énormément il y a eu des flux migratoires très importants d'Allemands, notamment tout au long du XIXe siècle aux États-Unis. Marlène Dietrich, Boeing, Donald Rumsfeld, Henry Kissinger, tout ça c'est des Allemands d'origine. Si vous allez dans le Dakota du Nord, vous trouverez que la capitale du Dakota du Nord s'appelle Bismarck. Donc vous avez énormément, il y a des États, le Dakota du Nord, le Dakota du Sud, le Wisconsin, le Minnesota, etc. Le Montana, ce sont des États où vous avez parfois 40, 50, 60% d'Américains sont d'origine allemande. Bien. Je reviens à l'Angleterre. L'Angleterre est quand même le seul pays à avoir tenu tête à Adolf Hitler en 1940, après la débâcle française. Puisque je rappelle quand même qu'après la débâcle française, le monde entier reconnaissait Adolf Hitler. Il était reconnu, et le monde entier reconnaissait le régime de Pétain, à l'exception de l'Angleterre.
C'est quelque chose sur lequel on jette souvent un voile pudique, de même qu'on jette un voile pudique sur le fait que les pleins pouvoirs donnés à Pétain l'ont été par la Chambre du Front populaire, c'est-à-dire par une majorité de gauche. Mais il faut quand même se rappeler que le régime de Pétain était reconnu par le monde entier, par l'Allemagne hitlérienne, bien entendu, mais aussi par l'Espagne de Franco, le Portugal de Salazar, la Hongrie du régent Horthy, le Japon militariste, les États-Unis d'Amérique, qui avaient une ambassade avec l'amiral Leahy, qui était un proche de Roosevelt et qui était l'ambassadeur des États-Unis. Si vous allez à Vichy, faites-vous montrer l'immeuble haussmannien dans lequel il y avait l'ambassade des États-Unis auprès du gouvernement de Pétain. On a un petit peu oublié ceci. Les Américains reconnaissaient Pétain, refusaient de reconnaître De Gaulle. Ne l'oublions jamais. L'Australie, la Nouvelle-Zélande, tout le monde reconnaissait Pétain. Il n'y a que l'Angleterre qui a reconnu De Gaulle et qui a ouvert à De Gaulle la BBC, qui était un peu l'équivalent de Internet de nos jours, c'est-à-dire un moyen de toucher la planète entière. Eh bien, c'est donc ce pays qui a décidé de sortir de l'Union européenne. Et ce pays a décidé de sortir à l'issue d'un débat très approfondi avec une presse qui est quand même beaucoup moins verrouillée que la presse française, puisque des très grands titres de la presse britannique ont appelé à voter pour le Brexit. À commencer par le Daily Telegraph, à continuer par plusieurs tabloïds. Il y a eu une tribune qui avait été publiée avec 343 grands chefs d'entreprise britanniques qui avaient appelé à voter pour le Brexit, la sortie de l'Union européenne. Toutes choses qui sont inconcevables en France, puisqu'en France, il est considéré comme normal que toutes les radios, toutes les télés, tous les journaux, tous les magazines, tous les journalistes, tous les commentateurs soient tous pour la construction européenne. Les seuls qui dérogent légèrement, ce sont des fois un petit peu critiques, comme par exemple Natacha Polony, mais qui ne va pas jusqu'à recommander le Frexit jamais. On est en France dans un univers assez incroyable si vous y réfléchissez quand vous comparez à ce qui se passe au Royaume-Uni. Alors le futur de la construction européenne, on va balayer quelques secteurs pour voir qu'il n'est quand même pas rose. En matière économique. En matière économique, vous savez que la zone euro, alors il faut distinguer à l'intérieur de l'Union européenne les pays de la zone euro et des autres. Et il faudrait aussi distinguer à l'intérieur de ces pays ceux qui sont des contributeurs nets à l'Union européenne et ceux qui sont des bénéficiaires nets. Puisque, je le rappelle, même si paraît-il que tout le monde est au courant, en fait personne n'est au courant, en fait, la construction, comme disait De Gaulle, l'Europe, l'Union européenne, ça n'est jamais que ce que les États ont mis dedans comme argent et comme fonctionnaires. Si vous allez vous balader à Bruxelles, ce que je vous conseille de faire, allez au quartier du Berlaymont, là où il y a la Commission européenne, vous verrez des espèces d'immeubles incroyables, on dirait sortis des années 30, ils viennent sortir de terre. On a appris d'ailleurs récemment que le nouvel immeuble qui abrite le Conseil européen, c'est-à-dire le pouvoir suprême, qui est une forme de sphère à l'intérieur d'un cube, on a appris récemment que ce truc avait été fait par des clandestins et des sans-papiers. Grandjean, c'est sorti, le scandale est sorti dans toute la presse belge. Ce qui montre quand même un petit problème. Bref, si vous connaissez, comprenez la mécanique européenne, vous avez donc des États qui donnent de l'argent, tous les États donnent de l'argent à la Commission, et la Commission reverse de l'argent à tous les États. C'est une espèce de queue, une pompe aspirante et refoulante. Sauf que la Commission ne redonne pas le même argent que ce qu'elle a reçu. Sinon, elle ne servira à rien. Si la France donnait 100 et qu'elle recevait 100, on pourrait dire que la Commission ne sert à rien. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, la Commission ? D'abord, elle détourne de l'argent. Enfin, détourne licitement. Ça n'est pas comme les dirigeants du MoDem, du Rassemblement national. Elle n'a pas encore fait l'objet d'une mise en examen. Non, je dis ça, enfin bon, il ne faut pas que je fasse de politique. Je ne dis rien. Donc il y a une partie de l'argent qui est détournée licitement pour financer la commission, où il y a quand même quelques 7000 ou 8000 fonctionnaires, des fonctionnaires d'ailleurs qui passent leur temps à aller imposer au peuple ce qu'ils refusent de s'imposer à eux-mêmes. Il faut augmenter les retraites, augmenter les cotisations, augmenter la durée de travail, augmenter la durée de la retraite, favoriser comment dirais-je, la concurrence, etc. Et donc ça à la bouche, sauf que les fonctionnaires de la Commission européenne n'ont aucune concurrence, qu'ils ne cotisent pas aux retraites, que c'est les cochons de contribuables des pays d'Europe qui cotisent pour eux, et qu'au bout de 15 ans seulement de cotisation, ils peuvent liquider leur pension de retraite où ils touchent des sommes absolument phénoménales.
le nombre de fonctionnaires européens qui partent à bout de 15 ans avec des retraites de l'ordre de 5 000, 6 000 euros par mois, voire 8 000 euros par mois, on comprenait qu'effectivement, ça crée des vocations. C'est assez intéressant. Alors ça, c'est le premier truc. Et puis, il faut financer aussi les frais de structure, il faut financer les immeubles. Il y a quand même 75 immeubles géants. Il faut faire financer la Cour de justice de l'Union européenne qui se situe à Luxembourg. Il faut financer les 2 parlements européens, puisqu'il y a 2 parlements européens, l'un à Strasbourg et l'autre à Bruxelles pour des chicayas. En fait, la France est arc-boutée sur la volonté de conserver son parlement à Strasbourg, symbole de la réconciliation franco-allemande. En réalité, personne, à part la France, plus personne ne veut de ce Parlement. On a dépensé des sommes pharaoniques et veut être à Bruxelles, puisqu'à Bruxelles se concentrent les pouvoirs du nouveau pouvoir en cours, c'est-à-dire la Commission européenne, le Parlement européen, et puis ne l'oublions pas l'OTAN, le siège de l'OTAN qui est à Bruxelles. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Bon. La Commission européenne doit donc financer tout ça. Et puis par ailleurs, elle finance aussi des fonds versés aux pays qui viennent d'entrer, qui sont des fonds de mise à niveau. Des fonds de mise à niveau qui peuvent être d'ailleurs versés à des pays avant même qu'ils n'entrent dans l'Union européenne. Là, depuis une quinzaine d'années, la Turquie a dû recevoir quelques 8 à 10 milliards d'euros de fonds de mise à niveau, puisque la Turquie a vocation, on ne vous a pas demandé votre avis, tout le monde s'en fiche de votre avis, a vocation à entrer dans l'Union européenne. Parce que c'est celui qui a dit ça, c'est l'oncle Sam. Je rappelle que Bill Clinton avait dit encore une fois que la Turquie devait entrer dans l'Union européenne, puisque j'ai déjà eu l'occasion maintes fois de l'expliquer, il s'agit de faire correspondre le périmètre de l'OTAN, qui est la face militaire, avec le périmètre civil, qui est l'Union européenne, qui est la face civile de la même médaille. Donc ça, ces fonds-là servent à financer des pays qui ne sont pas encore dans l'Union européenne, ou alors la politique dite de voisinage. C'était il y a 2 ans ou 3 ans, d'un seul coup, Jean-Claude Juncker s'était réveillé et avait décidé de mettre, je crois que c'était 1,8 milliard d'euros supplémentaires sur l'Ukraine, qui n'est pas membre de l'Union européenne, mais enfin il avait dû recevoir un coup de fil de Washington, donc il a dit voilà, l'Union européenne veut favoriser les nouvelles autorités en Ukraine, qui sont des gens extrêmement peu recommandables. Vous savez que c'est quand même soutenu par des néo-nazis, mais ça on ne vous en parle pas, puisqu'il s'agit de haute géopolitique destinée à démembrer la Russie. Et donc 1,8 milliard, divisé par 1/6, puis la France paye en gros 1/6, ça fait 300 millions d'euros qu'on a été taxés, sans qu'on vous demande votre avis, taxés pour donner à l'Ukraine, cette année-là. Je rappelle au passage que l'état des routes en France est calamiteux, qu'un rapport du Sénat l'année dernière a indiqué qu'il y avait quand même 7% des ponts et des tunnels qui menaçaient de s'effondrer à tout moment en France. On en a d'ailleurs eu un exemple récemment avec des morts. Et qu'il manque 300 millions d'euros par an pour maintenir le réseau routier français à niveau. Voilà les choix budgétaires que l'on fait dans le dos des Français sans qu'ils s'en rendent compte. Il va y avoir des morts, c'est absolument certain. Vous avez 26 000 ponts, je crois, et ouvrages d'art en France qui menacent ruine. Voilà. Nous avons donné, je vous le rappelle aussi, puisque je file cette affaire, nous avons également donné, on finance, l'Union européenne décide de financer un pont en Croatie, qui est le 28e État membre de l'Union européenne, un pont en Croatie qui coûte 300 millions d'euros. Donc ça veut dire que la France a payé 60 millions d'euros un pont de 2 km qui est en cours de construction et que la Commission européenne, dans sa grande sagesse, a attribué au moins 10 ans, c'est-à-dire à la grande entreprise de BTP nationale chinoise. Ça, c'est dans la rubrique, l'Union européenne permet de faire contrepoids à la Chine. Alors, on va revenir à ce que je disais en matière économique. On a donc une série de ponctions financières très très importantes. Mais essayez de comprendre un peu ce qui se passe. Si je vous prends dans votre portefeuille, sans que vous vous en rendiez compte, si toutes les semaines je vous prends 50 ou 100 euros, à la fin des fins, vous allez quand même dépenser moins. Ça va avoir un effet récessif. La France, chaque année, donne à peu près 24 milliards d'euros à l'Union européenne et en récupère 14, notamment sous la forme des fonds versés aux agriculteurs. On explique aux agriculteurs, vous avez vu, heureusement que l'Europe est là. C'est une arnaque, puisque c'est notre argent. C'est comme si je piquais dans le sac à main d'une dame ici, ou dans le cartable d'un monsieur, je piquais 300 euros, et je revenais 2 semaines après en lui disant je vous donne 200 euros, mais vous chantez mes louanges. Vous dites que François Asselineau est un type extraordinaire. C'est ça, parce qu'en plus, les subventions européennes doivent être accompagnées, c'est écrit dans les contrats. Il faut qu'on mette des drapeaux européens partout, ici, l'Europe construit votre avenir.
Si vous arrivez en Guadeloupe, tout a été construit par l'Europe, paraît-il. Le drapeau français n'est plus que sur 2 bâtiments, la préfecture et la prison. Ça s'appelle la politique du good guy et bad guy. Vous imaginez les populations. Les gens se disent, la France nous laisse tomber, heureusement qu'il y a l'Europe. C'est incroyable comme histoire. Alors que cet argent, c'est une partie de celui qu'on verse. Ça a un effet récessif. Et ça a un effet, en revanche, d'accélération de croissance dans les pays bénéficiaires. Donc il y a effectivement des fortes croissances dans les pays baltes. De la même façon que si quelqu'un, vous imaginez un étudiant, d'un seul coup, on lui donne 1 000 €, 1 500 € de plus par mois, il va avoir une croissance de son économie personnelle, ça c'est sûr. Donc les pays comme les pays baltes, la Pologne engrange chaque année 14 milliards d'euros. Elle crée la Croatie, dont je parlais, la Bulgarie, la Slovénie. Donc eux, ce sont des pays qui ont une forte croissance. D'ailleurs, ils n'en sont pas très contents, finalement, puisque, comme vous le savez, avec l'argent que nous versons, la France verse chaque année, bon an, mal an, quelque chose comme 2 à 2,5 milliards d'euros à la Pologne, sans que les Français ne le sachent. Mais avec cet argent, les Polonais achètent des avions américains F-16. Vous vous rappelez que Chirac avait quand même gueulé en disant quand même qu'ils pourraient de temps en temps acheter français. Donc les Polonais, avec ça, achètent des armements américains, parce qu'ils savent par ailleurs que seuls les États-Unis sont capables de les protéger face aux Russes. Donc en fait, on donne de l'argent à la Pologne pour que la Pologne achète des matériels militaires aux Américains et en fait contribue à torpiller notre propre industrie militaire qui n'a plus de clients. Vous voyez un peu comment ça marche. Ce schéma, on le retrouve d'ailleurs un petit peu partout, qui consiste à financer en fait une politique qui nous nuit. En matière industrielle, on ne compte plus. Je vous renvoie aux conférences que j'ai faites, aux communications que j'ai faites sur UPR TV. On ne compte plus chaque mois le nombre d'industries parfois stratégiques, d'usines, d'entreprises qui passent sous des mains américaines, qataries, chinoises, etc., etc. Le dernier en date étant l'ATCOR. Tout le monde a à l'esprit Alstom, mais il y a des start-up tous les jours, enfin pas tous les jours, mais toutes les semaines. Puisque je rappelle que l'un des principes fondamentaux qui est inscrit dans les traités européens, c'est le principe de la libre circulation des mouvements de capitaux, c'est l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et qu'il est bien précisé dans cet article absolument crucial que toute restriction aux échanges toute restriction au mouvement de capitaux est interdite, attendez bien la suite, entre les États membres et entre les États membres et les États tiers. Voilà. C'est-à-dire que ceux qui croient qu'on a intérêt à faire l'Europe parce que la France ne peut pas se débrouiller toute seule face au monde et que ça permet de faire contrepoids à la Chine ou aux États-Unis, c'est ce que l'on me raconte à satiété. Constamment, on me raconte ce genre de baliverne. Hier, j'ai débattu avec un responsable national des Républicains sur UPR TV, on a publié ça, il m'a encore sorti ce même truc. Mais c'est d'abord, empiriquement, on voit que c'est faux. La Chine a racheté des milliers d'hectares de terre dans la Beauce. La Chine a mis la main sur la gestion de l'aéroport de Toulouse. Enfin, c'était un escroc qui d'ailleurs l'a revendu. C'est un escroc sélectionné par Macron, vous vous rappelez, pour la gestion de l'aéroport de Toulouse. On a tous les jours des prises de position, des rachats par des entreprises chinoises. L'autre jour, j'étais à Nancy, Baccarat a été racheté par des fonds chinois. Bref. C'est le contraire qui est vrai, mais personne n'explique le pourquoi du comment. Le pourquoi du comment, c'est parce que nous avons une libre circulation des mouvements de capitaux dans les deux sens. L'industrie française est en voie de disparition rapide. Le nombre d'heures travaillées dans l'industrie a été réduit d'environ 70 à 75% au cours des 15 dernières années. Et si vous allez voir les derniers ouvrages d'Hervé Lebras et d'Emmanuel Todd sur le mystère français, vous verrez que la France est en voie de désindustrialisation accélérée, comme d'ailleurs c'est le cas des États-Unis d'Amérique, du Japon, etc. Donc cette liberté de circulation des mouvements de capitaux qui en fait a été imposée dans le cadre de l'OCDE à un certain nombre de pays, mais dont le bras armé juridique en France, ce sont les traités européens, eh bien, a pour effet de développer cette politique de délocalisation et qui est en train de faire disparaître l'industrie française. Je dirai un mot de l'agriculture, simplement, vous le savez tous, parce que l'agriculture, les articles 38 et 39 du TFUE nous placent dans l'obligation d'être en choc frontal avec des agricultures hyper rentables, venues notamment des grandes plaines du Saskatchewan ou du côté du Canada,
ou bien du Grand Ouest américain, ou bien de l'Australie, etc. En fait, on demande aux agriculteurs français d'être compétitifs, d'être ultra compétitifs face à des très grandes agricultures. D'où la nécessité absolue, sauf à périr. Il y a deux réponses possibles. La première réponse, c'est la stratégie de niche. Donc faire des AOP, mais tout le monde n'a pas la chance d'avoir une parcelle dans les falaises de Roquefort pour faire du Roquefort, ou d'avoir 2 ou 3 hectares dans le vignoble de Vaune-Romanée. Ceux qui ont ça, d'accord, là ils peuvent survivre, parce que là on va avoir la protection des appellations d'origine protégée. Mais en revanche, les grandes productions céréalières, les grandes productions de blé, de la viande, etc., vous voyez bien ce qui se passe avec le projet de Mercosur également, c'est-à-dire en fait la destruction de la filière bovine française. Vous savez qu'en France, on a malheureusement 1 à 2 agriculteurs qui se suicident tous les jours, parce que le nombre d'exploitations agricoles, pour être de plus en plus rentables, doit diminuer. On a des exploitations qui deviennent de plus en plus importantes, on a des dérèglements, mais qui sont imposés par ce système, avec la ferme des 1000 vaches et autres. On a cette espèce d'agro-business qui se répand contre, d'ailleurs, la volonté des Français, et parce que le public est de plus en plus demandeur d'une production agricole raisonnée et bio. En matière diplomatique, la France a toujours une espèce de vocation, de volonté de penser une Europe indépendante des États-Unis. Elle est quasiment la seule à le vouloir. J'ai expliqué pourquoi tout à l'heure avec les pays baltes, avec les pays de l'Est qui veulent la protection. D'ailleurs, si on était polonais ou lituanien, je peux très bien comprendre qu'on se méfie des Russes et des Allemands. Hein. Donc, mais la volonté de Macron de dire voilà, on va faire une défense européenne, la défense européenne c'est un serpent de mer, ça fait des décennies qu'on en parle. L'idée de se séparer, de se soustraire à l'influence de l'OTAN est une idée qui ne marche pas, et d'ailleurs nos partenaires ne sont pas d'accord. Et on a donc en France toujours des élites, des responsables politiques qui ont tous leur projet d'Europe, d'autre Europe, tout le monde veut changer l'Europe. Chacun a son propre projet. Personne en France n'est d'accord sur l'autre Europe qu'il veut. Mais chacun pense qu'il va changer l'Europe alors que la lecture de l'article 48 du traité de l'Union européenne montre qu'il faut l'unanimité des États membres. Et que si vous voulez une Europe, par exemple, qui lance une taxe Tobin pour taxer les transactions financières, il faudra avoir le feu vert de Malte, le feu vert du Luxembourg, le feu vert des Pays-Bas, c'est-à-dire jamais. Vous savez que M. Mélenchon nous bassine régulièrement avec son Europe sociale, avec un SMIC européen. C'était d'ailleurs un des projets du programme de En Marche pour les dernières élections européennes, un SMIC européen. Si vous suivez l'actualité, vous avez vu un article du Monde très bien fait il y a 3-4 jours qui montre que les syndicats sont absolument vent debout en Suède, en Finlande et au Danemark contre l'idée d'un SMIC européen. Puisque d'abord, eux, il y a une espèce de cogestion qui est ancestrale dans les pays scandinaves. Et donc, les SMIC ne se négocient par branche. Et c'est un pouvoir des syndicats. Et par ailleurs, ils ont compris un truc, c'est que le SMIC au Luxembourg, il doit être de 2000 et quelques euros par mois. Il est de 350 euros par mois en Bulgarie. Et si un jour il y avait un SMIC européen en France, il est aux alentours de 1280, quelque chose comme ça, en net. Si un jour il y avait un SMIC européen, il y a toute chance qu'il se situe aux alentours de 700 euros. Ce qui veut dire que les entreprises françaises pourraient embaucher, avec la directive des travailleurs détachés, des Bulgares ou des Polonais à 700 euros par mois. Ce qui parfois m'attriste dans le combat que je mène, c'est que je vois des jeunes qui me soupçonnent des plus noirs desseins, alors qu'en fait je me bats depuis 13 ans pour les sauver. Pour qu'ils ne deviennent pas des esclaves. C'est affreux le travail que je fais, où j'essaie d'expliquer ce qui est en train vraiment de se passer derrière la propagande. Je vous assure que c'est parfois un petit peu triste. En matière sociale, je vous en ai parlé. En matière donc de protection vis-à-vis de la Chine et des États-Unis, je vous en ai parlé. En matière de croissance, vous savez que la zone euro est la zone de plus faible croissance planétaire parmi les pays développés. En matière diplomatique, je vous en ai parlé. En matière budgétaire, je ne vous en ai pas parlé. Je vais vous en parler, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'Europe est une pompe aspirante et refoulante d'argent. Voyez-t-il pas que le Royaume-Uni s'en va? Or, le Royaume-Uni est un pays contributeur net. Il va donc il y a un manque à gagner d'au moins 14 milliards d'euros, qui est la contribution nette du Royaume-Uni, par an. Et donc, il va falloir répartir ça, c'est comme le livre d'Agatha Christie, Les 10 petits nègres, entre les restants.
Donc ça veut dire que les Français vont devoir payer une partie du manque à gagner du départ britannique. Les Allemands aussi. Donc ça veut dire que l'architecture pour le budget, ce sont des négociations qui s'étalent sur 7 ans. Donc là, on a la fin de ces périodes jusqu'en 2020. On va donc avoir la période 2021-2028 sur les 7 ans. Et donc il faut négocier un nouveau budget. Alors ce qui est assez triste aussi, c'est de voir sur la scène politique française des responsables, enfin des irresponsables en fait, des irresponsables politiques qui disent il faut absolument plus d'Europe, il faut augmenter le budget de l'Europe. Est-ce que vous comprenez bien ce que ça veut dire? Si on doublait le budget européen, ça veut dire que la France, au lieu de donner 24 milliards d'euros chaque année, donnerait 48, et au lieu de recevoir 14, elle recevrait 28. C'est-à-dire qu'au lieu de donner 9 à 10, elle donnerait 18 à 20 milliards. C'est ça que ça veut dire, doubler le budget de l'Europe. Alors qu'on en est on ne peut plus financer rien. On ferme les écoles, on ferme les maternités, on ferme les hôpitaux, sont subclaquants. Enfin, c'est hallucinant. L'irresponsabilité de la classe politique française est proprement hallucinante. Alors heureusement, il y a des gens qui sont un peu sérieux dans l'Union européenne, à commencer par les Allemands, les Finlandais, les Néerlandais, qui ont dit hors de question d'augmenter le budget parce qu'ils sont des contributeurs nets. Parce qu'ils sont confrontés au même problème. Et ils voient bien ce qui arrive avec le tsunami du départ britannique. Il va falloir les Allemands ont compris qu'ils sont les principaux contributeurs nets à l'Union européenne, qui versent là où nous on verse 9 à 10, où ils donnent 15 milliards. Eux, ça pourrait passer, je crois que j'ai vu des simulations, ça pourrait passer à 25 milliards d'euros. C'est un carburant phénoménal, évidemment, pour l'AfD, pour les partis qui veulent sortir de l'Union européenne en Allemagne. Évidemment. En fait, ce qui est fou en France, c'est qu'on a des responsables politiques qui ne savent même pas de quoi ils parlent. Ils ne savent pas non plus de quoi ils parlent avec l'euro. Puisque là, je parle du budget. Donc le budget, il y a une impasse budgétaire monumentale. Puisque non seulement il va falloir combler le départ du Royaume-Uni, mais en plus de ça, Madame von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a des ambitions. Elle veut augmenter le budget de l'Europe, de façon générale, pour se lancer dans un projet à 1000 milliards d'euros, je ne sais pas quoi, de lutte contre le réchauffement climatique. Ou de lutte contre la production de gaz à effet de serre. Tout ça, ce sont des projets absolument pharaoniques, et il n'y a pas le moindre frelin. Donc tout ça, pour l'instant, c'est dans des situations de conflit absolu, parce que les pays bénéficiaires nets veulent effectivement augmenter le budget, puisqu'ils seront plus bénéficiaires nets, et les pays contributeurs nets, et à commencer par la France. Alors la France, elle est d'accord, peut s'en être d'accord, mais alors pour le coup, vous savez qu'il y a une procédure d'élargissement aussi qui est en cours, et la France, Macron a dit non à l'arrivée de l'Albanie et de la Macédoine du Nord. Il s'est fait taper sur les doigts, comme vous le savez, par l'adjoint au secrétaire d'État américain, qui est venu mettre sa fraise en disant c'est absolument scandaleux que la France interdise l'entrée de la Macédoine du Nord et de l'Albanie dans l'Union européenne, puisque les Américains poursuivent toujours leur même projet, qui est d'avoir ce système dont je vous parlais, de glacis géopolitique européen sur le sol européen. Imaginez qu'il y ait une commission de Managua, avec une Union américaine où il y aurait 28 États, le Canada, les États-Unis, le Mexique, le Guatemala, le Honduras, le Belize, Haïti, Saint-Domingue, le Costa Rica, le Panama, la Colombie, le Venezuela, enfin 28 États, avec une commission de Managua qui fixerait aux États-Unis leur politique monétaire, budgétaire, diplomatique, militaire, etc. Et puis où vous auriez la Chine qui, le président chinois, ou le ministre des Affaires étrangères chinois, qui viendrait dire aux États-Unis comment vous refusez l'entrée du Pérou, il faudrait quand même se dépêcher. Ça vous montre un peu le degré incroyable, en fait, de vassalisation du continent européen. Donc il y aura en plus de ça, très probablement, même la France, qui est d'ailleurs isolée sur ce sujet, va faire entrer la Macédoine du Nord et l'Albanie dans l'Union européenne, qui ne viennent pas là pour vos beaux yeux, mais plutôt pour votre argent. Ça fait penser, cette réplique que je cite souvent, lorsqu'en 1962 ou 1963, Maria Callas s'est mariée avec Aristote Onassis, qui était un milliardaire grec, et qui était nettement plus âgé qu'elle, et qui n'avait pas la même plastique. Les paparazzi avaient demandé à Maria Callas, mais enfin, quand même, pourquoi vous mariez avec Onassis? C'est vrai, c'est ça. Et elle avait répondu, elle était d'origine grecque, elle avait répondu avec une superbe extraordinaire, je me marie avec lui parce qu'il est beau comme Crésus.
Donc on va avoir en plus l'entrée de la Macédoine du Nord et de l'Albanie, qui sont d'ailleurs des pays de tous les trafics, trafic d'êtres humains, de prostitution, trafic de drogue, etc. Même la Commission européenne régulièrement tire la sonnette d'alarme dans tous ces pays comme la Bulgarie. Je rappelle qu'au passage, j'en profite pour rappeler, parce que personne n'en parle, qu'il y a quand même un certain nombre de pays de l'Union européenne qui sont complètement gangrénés par la mafia, même tenus par la mafia. Vous avez vu ce qui s'est passé à Malte, où Mme Goirizia, qui était une journaliste qui enquêtait sur les liens entre le Premier ministre Muscat et la 'Ndrangheta calabraise, vraiment la mafia la plus dure, encore pire que la mafia sicilienne, eh bien, elle a été pulvérisée dans l'atmosphère. Sa voiture a explosé. Pareil en Slovaquie, où également un journaliste qui enquêtait sur les liens entre la mafia et le pouvoir de Bratislava a été assassiné. Ça a fait des manifestations monstres, il a fallu que le Premier ministre démissionne. Pareil en Bulgarie, où aussi un journaliste qui enquêtait sur les liens entre le pouvoir et la mafia a explosé. Parce qu'il se produit, et je terminerai peut-être là-dessus tout à l'heure, dans quelques instants, il se produit un phénomène de gangrène dans toute cette opération. Mais je voudrais indiquer donc que l'impasse budgétaire, elle est due au fait qu'il y a le départ des Britanniques, il y a la volonté de Mme von der Leyen d'avoir un budget beaucoup plus important sur des tas de sujets, et il y a en plus l'entrée de la Macédoine du Nord et de l'Albanie qui viennent pour ramasser des milliards d'euros. Donc on en est là, et actuellement les négociations sont au point mort, plus exactement tout le monde se tire dans les pattes, et le projet, ça fait des mois et des mois qu'on n'arrive pas à conclure sur cette histoire. On ne sait pas où est-ce qu'on va sur cette affaire budgétaire. Alors, je voudrais justement conclure. Il se produit à travers toute l'Europe un phénomène de révolte des peuples qui constatent que lorsqu'ils votent à droite, lorsqu'ils votent à gauche, ils ont une politique qui n'est pas conforme à ce qu'ils souhaitaient. Ils constatent également qu'un sujet dont j'ai peu parlé, dont je n'ai pas parlé, parce que c'est un sujet que je n'aime pas trop aborder, parce qu'il suscite des passions, qui est le sujet de l'immigration, et ils constatent quand même que les politiques migratoires ont été transférées par le traité d'Amsterdam aux institutions européennes, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elles ne satisfont pas une partie croissante des populations. D'autant plus lorsque l'on voit des déclarations de commissaires européens qui réclament qu'il y ait des millions d'immigrants supplémentaires qui arrivent en Europe pour pallier le déficit de natalité, ce qui donne le carburant à tous les extrémismes que vous imaginez. Je rappelle que les politiques migratoires ne sont plus décidées au niveau national, ce que Mme Le Pen d'ailleurs s'empresse d'oublier lorsqu'elle propose de rester dans l'Union européenne tout en proposant un programme qui, sur ces questions, est un programme qui paraît assez, comment dirais-je, sur lequel les Français se leurrent. Je vous conseille d'aller regarder le programme de Mme Le Pen sur l'immigration, vous aurez des surprises. Alors, la conclusion de tout ça, c'est que on est face à des problèmes absolument multiformes. On est face à des problèmes qui touchent à la fois le social, l'économie, la monnaie, le budget, la diplomatie, etc. Et on est dans une situation qui n'est pas sans rappeler, à mon avis, celle de la construction du socialisme. La construction du socialisme, c'était quoi? C'était une idée très généreuse au départ qui consistait à bâtir une utopie sur Terre fondée d'abord et avant tout sur la négation des intérêts individuels. Les intérêts individuels, c'était pas bien. Il fallait travailler pour le collectif. C'était très généreux, il y avait des gens qui y croyaient, c'était très bien. Voilà. Sauf que, à l'épreuve de la réalité, on s'aperçoit que lorsque l'on empêche les gens que lorsque leur travail ne leur rapporte pas d'intérêt individuel, la tendance humaine naturelle est quand même à un petit peu de laxisme, de je m'en foutisme. Et donc les promesses qui avaient été faites ne se concrétisent pas dans les faits. Et comme les faits ne correspondent pas aux promesses, petit à petit, on est obligé de camoufler les faits, de tordre les statistiques, de fausser les statistiques, puis petit à petit de verrouiller la parole, puisque c'est contraire au dogme. Et ça a duré, de 1917 à 1991, ça a duré 74 ans. Et à la fin de la première génération, Lénine, Staline, c'était des gens qui y croyaient, qui étaient des vieux croyants, comme aurait dit Dostoïevski. Et puis après ça, vous avez une nouvelle génération, la génération de Brejnev, Staline. C'est des gens qui étaient petits à la Révolution, qui avaient 5-6 ans. Eux, ils y croyaient un petit peu moins. Ils y croyaient un petit peu. Et puis après, vous avez l'autre génération, la nouvelle génération, c'est Gorbatchev, Yeltsin. Eux, ils étaient nés dans les années 35-36. Eux, ils n'avaient rien connu d'autre que ça. Et eux, ils faisaient carrière. Mais en fait, ils n'y croyaient pas du tout. C'était des cyniques. Et le cynisme, dans une société où il n'y a aucune critique qui soit faite contre une structure qui verrouille l'information et qui, par ailleurs, manipule l'argent, débouche sur ce qui s'est passé à la fin de l'Union soviétique, c'est-à-dire, d'un côté, le je m'en foutisme généralisé,
la volonté des jeunes de s'enfuir, d'aller chercher fortune ailleurs, ou alors de boire ou de se droguer, et puis le développement des mafias. On ne dira jamais assez combien la fin de l'Union soviétique s'est effondrée dans des mafias, la mafia du coton dans laquelle il y avait le gendre de Brejnev qui était impliqué, etc., etc. Tout ça remontait au Politburo. La construction européenne est aussi une utopie. Alors elle n'est pas fondée sur le même prédicat qui est une, comment dirais-je, la négation des intérêts individuels, et au contraire c'est l'opposé, c'est l'exacerbation de l'intérêt individuel. Mais elle est fondée sur autre chose, c'est la négation des intérêts nationaux. Ce que à Bruxelles on appelle les égoïsmes nationaux. Mais de la même façon que dans le camp socialiste, et pas seulement en Russie, c'est dans tous les pays du monde où ça s'est appliqué, c'est pas parce que vous critiquez, vous niez les intérêts individuels qu'ils cessent d'exister. Ils continuent d'exister. Et bien, de la même façon, dans l'Union européenne, les intérêts nationaux continuent d'exister, même si on les combat. Et il y a des pays qui défendent mieux leurs intérêts nationaux que d'autres. Et on pourrait dire une petite ligne de partage, où on retrouve peut-être l'Empire romain, c'est que les pays latins d'Europe, l'Espagne, la France, l'Italie, sont peut-être moins enclins à défendre leurs intérêts nationaux que des pays beaucoup plus pragmatiques et terre-à-terre, comme les pays scandinaves ou les pays du nord de l'Europe. En attendant, on a eu la période des vrais croyants, Jean Monnet, Robert Schuman, l'équivalent de Lénine et Staline. On a eu la période des petits croyants, l'équivalent de Gorbatchev, de Brejnev, de Tchernenko ou de Khrouchtchev, c'est Giscard, Jacques Delors. Et puis maintenant, on a la période des cyniques, l'équivalent de Gorbatchev, c'est Macron. Ce sont des gens qui font carrière parce qu'ils n'ont peu connu que ça. Et au même moment qu'on a donc cette affaire, je peux vous dire, j'ai un petit avantage sur vous, c'est que je connais beaucoup de responsables politiques, de ministres, de toutes portes capitonnées, tout le monde sait que ça marche pas, que ça marche plus. C'est la fin de l'URSS, tout le monde sait que ça ne marche plus, mais personne n'ose le dire. Mais ça marche plus, voilà. Il n'y a pas un seul responsable politique qui, quand vous le prenez entre quatre yeux, ne dit ça marche plus. Il faut reconnaître à Macron. Je suis suffisamment acerbe contre lui pour une fois le reconnaître. Vous avez vu ce qu'il a dit récemment. Il a dit que l'Europe était au bord du gouffre. L'Union européenne était au bord du gouffre. Ah. Et que l'OTAN était en situation de quasi faillite. Enfin, je ne vous rappelle pas les formules exactes. C'était il y a un mois, ça fait scandale. Mais c'est un constat qui est tout à fait exact. Et de la même façon que l'Union soviétique s'est effondrée en fait dans les mafias, malheureusement, on constate qu'il y a de la prévarication. Je parlais tout à l'heure de la situation à Malte, de la situation en Bulgarie, de la situation en Slovaquie, mais aussi de la situation en France, avec cette espèce d'atmosphère un peu crépusculaire qui a envahi les peuples d'Europe et en particulier la France. Vous voyez bien que la situation en France est très très mauvaise parce que les Français ne comprennent pas qui les dirige. Parce qu'il y a un immense secret qui est bien respecté de Mme Le Pen à M. Mélenchon, un immense secret qui consiste à faire porter le chapeau systématiquement à Sarkozy, après Sarkozy à Hollande, après Hollande à Macron. Ils n'ont pas compris que nous avons maintenant des présidents de la République qui sont élus par la suite de manipulations médiatiques énormes. J'en sais quelque chose, puisque lorsque j'étais candidat, j'ai eu droit à 0,9% du temps de parole. Et à chaque fois que j'arrivais dans un studio, on me présentait comme étant Marc Dutroux ou Barbe Bleue. Alors que Macron avait toutes les qualités du monde, il a eu 27% du temps de parole, alors qu'il avait fait 0 campagne auparavant, il avait 0 voix. Il a eu droit à 183 couvertures de magazines. Moi, mon nom n'a même pas été cité une fois en bas de page de Paris Match. Et il a eu droit... Non, mais c'est exactement comme ça. Donc, il a été élu à l'issue d'une opération de propagande inouïe. Vous savez que les grands médias en France sont tenus par 9 milliardaires, qui évidemment ont intérêt dans le système, parce que le système favorise effectivement les grandes fortunes. Mais on arrive au bout. On arrive au bout parce que maintenant, ce sont ces présidents à usage unique. Vous voyez bien que la situation en France, elle est désastreuse, en fait. Alors, je ne sais pas ce que c'est à Lyon, mais à Paris, je peux vous dire que quand je suis allé voir la dernière manifestation, j'étais sur le tournage, j'étais sidéré par l'ambiance qu'il y avait. Une ambiance de fin du monde, quasiment. La population, la foule qui insultait les policiers en disant esclaves de Macron. Enfin, quand je dis esclaves, c'est pour être gentil, parce qu'il y avait d'autres épithètes et substantifs qui fusaient. Assassins, etc. Enfin, une situation très mauvaise, parce qu'on a caché aux Français pendant très longtemps que nos dirigeants politiques, en fait, ne font qu'appliquer les directives européennes, les traités européens, les injonctions de la Banque centrale européenne et le fameux rapport annuel des grandes orientations des politiques économiques. Je m'arrête ici parce que je voudrais répondre à vos questions. Est-ce que ce système va pouvoir durer encore longtemps ? Je ne le pense pas. Je pense que, je l'ai dit tout à l'heure en préambule et je terminerai là-dessus,
Tout ce système tient parce que les Britanniques, avec la langue britannique qui est une langue extrêmement concise, a résumé sous le terme de Project Fear, le projet de la peur. Tout ceci ne tient qu'à une chose, c'est à faire peur aux gens en disant si jamais vous sortiez de l'Union européenne, ils ont toujours fait le coup. Je rappelle pour Maastricht, on avait dit non, pour la Constitution européenne, je crois que c'était M. Strauss-Kahn qui avait dit si on vote non, il y a un risque de guerre. La Constitution européenne. Les Français ont voté non. Bon. Et tout est comme ça, on a toujours fait miroiter des horreurs. Et là, il va y avoir le grand rendez-vous, le juge de paix, c'est ce qui va se passer outre-Manche à partir du 31 janvier prochain. Et si effectivement le Royaume-Uni disparaît dans les abysses et submergé par un tsunami qu'on n'en entend plus parler, alors là, effectivement, je pourrais fermer la boutique de l'UPR. Les gens seront convaincus que j'avais tort. Mais si, par hasard, ça se passait bien, alors là, il va y avoir un petit problème. Un gros problème pour les européistes. Je rappelle que les premières décisions de Boris Johnson, ça a été une augmentation de 6,2% du SMIC. C'est-à-dire que le SMIC britannique vient de dépasser le SMIC français. C'est la renationalisation de la ligne de chemin de fer entre Londres et l'Écosse. C'est 25 milliards de livres sterling supplémentaires par an au système national de santé, qui était dans le même état que celui français. Et c'est la décision de verser donc directement, puisqu'ils ne vont plus passer par cette machinerie bruxelloise, les subventions aux agriculteurs iront directement aux agriculteurs, mais favoriseront non plus une agro-industrie délétère, mais une agriculture bio et raisonnée, respectueuse des terroirs et de la qualité, conformément à ce que veulent les peuples, et notamment les Britanniques. En d'autres termes, on est, je pense, en train de basculer, de changer de monde, et c'est tout l'intérêt de la situation actuelle que de vous le montrer. Je vous remercie de votre attention et de m'avoir invité. Honnêtement, ce n'est pas moi qu'il faut poser cette question. Vous devriez poser cette question aux autres. Vous devriez poser cette question à... Hier, je recevais Julien Aubert, qui est très sympathique, et dans le courant du débat qu'on va mettre en ligne, je lui dis, mais comment se fait-il que les Républicains jamais n'expliquent aux Français... Moi, Moi, depuis... Je vais vous dire quelque chose qui vient du... kokoro kara, comme on dit en japonais, qui vient du fond du cœur. Moi, j'aurais pu ne pas faire tout ce que je fais depuis 13 ans. Je l'ai dit tout à l'heure, moi, je me bats... Moi, j'ai des enfants, peut-être un jour j'aurai des petits-enfants, je me bats pour que les jeunes générations héritent de la France. C'est ce qu'avait dit De Gaulle une fois, il avait dit qu'il dédiait toute son action à toutes celles et tous ceux qui veulent avant tout que la France reste la France. Donc je me bats pour ça depuis 13 ans. On m'a traité de tous les noms, complotiste, conspirationniste, xénophobe, ce qui est le contraire exact de la réalité d'ailleurs, puisque c'est la construction européenne qui est xénophobe, puisqu'elle vise à couper la France des pays avec lesquels elle a des liens très importants, les pays de la francophonie, les pays d'Afrique. Elle est fondée en fait sur un présupposé racialiste, si vous y réfléchissez bien. Je sais que ça ne fait pas plaisir aux gens quand je dis ça, mais pourquoi construire l'Europe ? Pourquoi est-ce que la France devrait fusionner avec la Lituanie ou la Lettonie, avec lesquelles on n'a aucun lien ? Une fois je m'étais fait communiquer, il y a 800 Finlandais qui vivent en France, d'après le consulat de Finlande à Paris. Bon. Alors qu'il doit y avoir 7 ou 8 millions de Français d'origine maghrébine. Donc les démographes, vous savez, je parlais tout à l'heure, les signes porteurs d'avenir, c'est la démographie notamment. Toute la démographie montre que la France, elle a des liens avec les pays de la francophonie, avec les pays du Maghreb, avec les pays d'Afrique, avec ces anciennes colonies un peu dans l'océan Indien, Madagascar, au Cambodge, au Vietnam, au Laos, dans la Caraïbe, et qui sont beaucoup plus importants. Il suffit de regarder dans une salle d'étudiants. Donc ça, c'est le premier présupposé. Le deuxième chose, c'est que nous avons affaire à des gens qui ne s'intéressent pas à la machinerie bruxelloise. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui ignorent. J'ai à peine effleuré, j'en ai pas parlé parce que j'ai pas le temps, mais l'euro, je vous assure que nous avons des dirigeants politiques qui ne savent pas ce que c'est que l'euro. Ils ne savent pas comment ça marche. Les gens parlent d'une monnaie unique, ça n'est pas une monnaie unique. Pour que ce soit une monnaie unique, il faudrait qu'il y ait une banque centrale européenne unique et que l'on eût fermé
la Banque de France, la Bundesbank, la Banque de Grèce, la Banque d'Italie, etc. Là, on est fini à toutes les banques centrales. Et que l'euro soit une créance sur la Banque centrale européenne. Là, on eût parlé d'une banque centrale, d'une monnaie unique. Mais ça n'est pas une monnaie unique. Tous les pays, à la demande des Allemands, ont conservé une banque centrale parce que les Allemands ont prévu un système facilement réversible. Parce que les Allemands n'y croient pas eux-mêmes. Ils ne voulaient pas, les Allemands, avoir la même monnaie que ce qu'ils appelaient le Club Med quand ils étaient gentils, c'est-à-dire le Portugal, l'Espagne, l'Italie et la Grèce. Et quand ils étaient moins gentils, ils appelaient ça le Pigs. Portugal, Italie, Greece, Spain. Voilà. Ou quand ils ne sont pas très gentils non plus, ils appellent ça Gypsies, ils ajoutent l'Irlande. Voilà. C'est ça la vérité. Donc ils ont voulu un système facilement réversible. Les gens ne connaissent pas. Quant au GOPÉ, ça existe, on émet les liens, tout le monde peut aller les voir. Je rappelle quand même que le dernier débat qu'il y a eu lors de la présidentielle, allez le voir. J'étais confronté à Léa Salamé et à, comment s'appelle-t-il, David Pujadas. Il fallait venir avec un objet. Moi, j'étais venu avec un rameau d'olivier parce que c'est le symbole de notre parti, puisque c'est ce qui figurait sur la pièce de 1 franc dessinée par Oscar Rotti en 1897, d'un bord de la Monnaie de Paris. Et puis c'est un symbole de paix, c'est un symbole œcuménique, puisque c'est un symbole qui parle aux juifs, aux chrétiens, aux musulmans, également d'ailleurs aux athées, au communisme, etc. J'avais montré ça, et ensuite j'avais montré le rapport des GOPÉ. J'avais dit, si c'est quelqu'un qui est élu à l'Élysée, qui n'est pas moi, c'est-à-dire quelqu'un qui reste dans l'Union européenne, puisque je rappelle, il faut pas peut-être marteler que M. Dupont-Aignan, M. Mélenchon, Mme Le Pen refusent absolument de sortir de l'Union européenne, et de l'euro, il faut quand même bien le préciser. Donc j'avais dit, quiconque sera élu, si ça n'est pas moi, sera obligé d'appliquer les grandes orientations des politiques économiques. Il va donc s'attaquer au droit du travail. Il va démolir les retraites. Je l'ai dit, allez le voir, ça circule sur Internet. C'est pour ça que le mouvement connaît une forte croissance, parce que grâce à Internet, les gens peuvent quand même aller voir en se disant, tiens, mais finalement, ce type qu'on nous avait présenté comme barbe bleue, en fait, ce techno, etc., un petit peu rondouillard, mais finalement, c'était lui qui avait raison. Ah! Et j'avais d'ailleurs dit, nous, ce qu'on propose, c'est de déchirer le truc. C'est comme ça que ça s'était passé. Donc moi, depuis, effectivement, j'ai consacré 12 ans de ma vie, 13 ans de ma vie, et que je vous l'ai dit tout à l'heure, je sais que vous n'allez pas le croire, parce que je sais que les gens, ils considèrent que voilà, un responsable politique, c'est forcément quelqu'un qui s'en fout plein les fouilles. Non, excusez-moi. J'en profite pour faire un petit peu de promotion, pas de promotion, mais de dire qui je suis. Moi, j'ai fait HEC, je suis sorti vice-major de l'ENA, je suis entré à l'inspection générale des finances. Ma taille à toute tracée, c'était d'être à la tête d'une grande banque française, banque commerciale. Comme Frédéric Oudéa, qui est un camarade de l'inspection, qui est président de la Société Générale, on a le même âge, et qui gagne, c'est pas un secret d'État, puisque ça court, c'est dans le capital, il gagne 260 000, je crois. 260 000 euros net. Par mois. Eh ben moi c'est ça que j'ai renoncé. Alors j'ai renoncé parce que excusez-moi, mais bon, moi j'ai été élevé, d'abord j'ai des convictions, j'aime l'histoire, j'aime mon pays. Et ça peut arriver qu'il y ait des gens qui ne soient pas des crapules. Enfin, il peut y arriver, ça peut, excusez-moi. J'ai le sentiment de ne pas être une crapule. Voilà. C'est un beau proverbe chinois qui dit, c'est lorsqu'un pays est en proie au chaos, c'est seulement lorsqu'un pays est en proie au chaos qu'apparaissent des responsables intègres. Proverbe chinois. Et je pense qu'il y a actuellement, est en train de se lever en France, parce que je suis porteur d'espoir, je pense qu'il est en train de se lever en France, notamment avec notre mouvement politique, des gens qui comprennent que la France est en train d'être détruite. Et je n'ai pas le temps de parler de tout, je n'ai pas parlé des euro-régions. Parce que de la même façon que nous sommes les seuls à parler du rapport annuel des grandes orientations des politiques économiques, nous sommes également les seuls à parler de ce qui se cache derrière le programme des euro-régions, c'est-à-dire la destruction de l'unité nationale. Selon un proverbe, vous savez, c'était dividare ou regnare, disaient les anciens Romains. C'est-à-dire cette politique typiquement anglo-saxonne de diviser pour régner. Divide and conquer. C'est-à-dire que si la France n'est plus capable de résister au rouleau compresseur de l'oligarchie qui est en train de transformer... parce qu'il n'y a pas de fin à cette histoire d'euro. L'euro, nous avons la même monnaie que l'Allemagne. La compétitivité de l'économie allemande augmente plus vite que l'économie française depuis 1949, pour toute une série de raisons. Les Allemands sont plus disciplinés statistiquement, il y a moins de dissensus social, il y a donc une tendance moindre à l'inflation sous-jacente, parce qu'ils ont un tissu économique plus important, notamment énormément de grosses PME. Ça tient à des lois de transition, de transmission héréditaire, où la législation allemande, depuis des décennies, a favorisé le maintien dans une famille de grandes entreprises. Ils ont une économie qui croît plus rapidement et qui a une meilleure compétitivité, une meilleure croissance de la compétitivité que l'économie française, a fortiori que l'économie italienne ou que l'économie grecque. Bon, eh bien comme avant ce problème de compétitivité externe était résolu par la dépréciation du franc par rapport aux marques,
De 1949 à 1999, pendant 50 ans, le franc n'a pas arrêté de se déprécier par rapport au Deutschmark, ce qui ne veut pas dire que la France s'appauvrissait. Au contraire, la France s'enrichissait parfois plus vite que l'Allemagne. Il faut bien dissocier. C'est des sujets qui ne sont pas forcément très intuitifs. Hein, les gens croient que si la monnaie se déprécie, c'est pas bon. Non, ça peut être très bon si c'est pour remettre à niveau la compétitivité externe. Maintenant, on n'a plus ça, donc d'interroger n'importe quel économiste sérieux, il vous dira il faut une dévaluation interne. C'est un mot gentil pour dire il faut diminuer les salaires des Français et les revenus des retraités. On est là-dedans. Vous voyez d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE qui a montré que l'année dernière, en 2018, le nombre de pauvres a augmenté en France de 400 000, basculé en dessous du seuil de pauvreté. 1100 pauvres par mois en plus. Et c'est pas l'année 2019 qui a fait faire le contraire. Je ne sais pas ce qu'il en est à Lyon, que je ne connais pas très bien, mais je peux vous dire qu'à Paris, maintenant, il y a des SDF partout, qui couchent dans la rue. C'est quand même, il faut quand même le voir. Je rappelle d'ailleurs que Macron avait annoncé, avec sa théorie du ruissellement, avait annoncé qu'il n'y aurait plus de SDF. On n'en a jamais vu autant. La pauvreté ne cesse de grimper. Et vous avez peut-être vu, il y a eu un article qui était récemment dans la Tribune de Genève, très intéressant, qui a montré que la pauvreté augmente très vite en Allemagne aussi. Il y a actuellement, parmi les retraités, il y a 16% des retraités en Allemagne qui sont en dessous du seuil de pauvreté, et en 2030, ça sera 20%. Les soupes populaires ne cessent de se développer, parce que les réformes Hartz 1, 2 et 3 et 4 voulues par Gerhard Schröder, maintenant des jeunes diplômés sont payés à 1 euro de l'heure. C'est ça l'Allemagne. Hein. Donc on nous dit toujours l'Allemagne comme c'était extraordinaire, la pauvreté se répand beaucoup, beaucoup en Allemagne. C'est en fait c'est assez simple à comprendre. Hein. Quand vous mettez des pays qui avaient un fort niveau de vie en concurrence sans aucune protection face à des pays comme le Bangladesh, je sais pas moi, le Rwanda, le Vietnam, des pays qui ont un très très bas niveau de vie, et il n'y a pas de mystère. Hein. Il y a forcément petit à petit, c'est comme si vous avez une baignoire d'eau chaude que vous branchez avec 15 baignoires d'eau glacée. Progressivement, la température dans la baignoire d'eau chaude, elle diminue, et celle dans les baignoires d'eau glacée, elle augmente à peine. C'est exactement ce que l'on constate. Donc pour votre... Excusez-moi, la réponse est longue, mais j'en profite pour balayer plusieurs trucs. Les GOPÉ, il faut demander aux autres pourquoi ils n'en parlent pas. Allez voir votre député et dire mais pourquoi vous ne me parlez pas du rapport des grandes organisations des politiques économiques. Une fois j'ai vu, qu'est-ce qu'elle m'avait dit ça comment il s'appelle Biloche Filoche. Gérard Filoche, du Parti Socialiste. Voilà, un jour il a débattu avec quelqu'un de chez nous et il dit ah oui, les GOPÉ, ça c'est super. Et non, mais pourquoi Gérard Filoche il ne parle pas des GOPÉ? Pourquoi Mélenchon il n'en parle pas? Pourquoi il faut... Mais demandez-leur, vous verrez. Autre question? Alors, d'abord, moi je suis en faveur du droit international. Le droit international, qui est hérité des siècles, a été inventé au XVIIe siècle avec Heinrich von Groth, qu'on appelle Grotius en latin, qui est le fondateur du droit des gens, comme on disait à l'époque. Le droit international public a connu des progrès phénoménaux au XXe siècle, notamment avec la création de l'Organisation des Nations Unies, qui est l'organisme qui produit du droit international public positif constamment. Le droit international public, c'est d'abord la Charte des Nations Unies, et puis ce sont tous les traités qui en découlent, et puis toutes les résolutions de l'Organisation des Nations Unies, notamment du Conseil de sécurité et aussi de l'Assemblée générale. Il y a, dans le droit international positif, la notion de non-ingérence dans les affaires intérieures des autres États. Depuis les années 90 du XXe siècle, en Occident, notamment avec des gens comme Bernard Kouchner, on a inventé le droit d'ingérence. C'est pas un droit, c'est un délit. Normalement, on n'a pas le droit, un État n'a pas le droit de mettre son nez dans les affaires d'un autre État. Sinon, en fait, c'est la loi de la jungle qui réapparaît. Parce que c'est très gentil, les gens qui trouvent que c'est formidable que les États-Unis interviennent, soient les gendarmes planétaires. Mais un jour viendra, qui a d'ailleurs commencé à se... On en voit le profil à apparaître, où les États-Unis ne seront plus la première puissance militaire. Déjà, ils n'osent plus attaquer la Russie, hein, parce que les S-400, les S-300, les S-400, les missiles antimissiles, la défense antiaérienne, et maintenant les toutes nouvelles productions russes, ils sont 15 ans d'avance sur les Américains. Sans compter les Chinois qui arrivent. Donc les Américains et le monde occidental feraient bien de faire très attention. Et c'est un sauf-conduit pour l'avenir, pour dans 100 ans ou dans 200 ans. Parce que si on piétine le droit international public aujourd'hui, pourquoi les Russes ou les Chinois dans 50 ans ou dans 100 ans ne le piétineraient pas à leur profit?
Donc moi je suis en faveur du droit international dans tous les domaines. Le droit international dit qu'on n'a pas de droit de s'ingérer. Donc déjà on ne devrait pas s'ingérer dans les affaires russes. La deuxième chose, c'est une remarque que je dirais de nature politique, c'est, je le cite un peu trop souvent, je vous prie de m'en excuser, mais c'est quand même sans doute le premier plus grand, même s'il a commis des erreurs, plus grand penseur et acteur politique français du XXe siècle, qui est De Gaulle. De Gaulle qui avait eu cette formidable parole, méditez-la bien, qui disait que, au cours de notre histoire, à chaque fois que la France a été en bon terme avec la Russie, ça a été des grands moments de l'histoire de France. Ça commençait avec le mariage d'Anne de Kiev et de Henri Ier de France, avec leur fils Philippe Ier, c'est un nom d'origine byzantine. Et ça est allé jusque Normandie-Niémen et la Grande Commission mixte franco-soviétique de 1966. En passant par toute une série de... Et puis De Gaulle disait à chaque fois que la France a été en mauvais termes avec la Russie, ça a été des mauvais moments de l'histoire de France. De Gaulle faisait dater le début du déclin de la puissance française de 1813 et de la Bérézina, de la retraite de Russie. Et force est de constater qu'en 1815, après l'entrevue de Tilsit, ça a été le sommet de Napoléon Ier, mais à partir de 1813, 1815, la France était aussi en opposition avec la Russie. En 1870, on a été envahi par la Russie aussi. En 1914, on était en bon terme avec la Russie. Je rappelle que si la France n'a pas été envahie par l'Allemagne et qu'il y a eu la faillite de la bataille de la Marne, c'est parce qu'il y avait eu une offensive russe pour dégager le front allemand occidental pour l'envoyer sur le front russe. C'est les Russes qui ont sauvé la France en 1914 à la bataille de la Marne, en fait, de la même façon que c'est les Russes qui ont battu Adolf Hitler avec la bataille de Stalingrad, puis la bataille de Koursk. Hein, comme disait De Gaulle, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les Américains, en 14, ils n'étaient pas là, et en 40, ils n'étaient pas là non plus. Hein. Donc c'est une réécriture de l'histoire que de faire croire que ce seraient les Américains qui auraient vaincu Adolf Hitler. Ils l'ont soutenu au début. Je ne dis pas que les Américains n'ont pas, effectivement, à partir de 1944, ils sont intervenus, bien entendu. Enfin, il s'agissait quand même de vassaliser la France et de lui faire subir le même sort que l'Allemagne, c'est-à-dire une puissance sous occupation, avec une armée d'occupation et une monnaie d'occupation qui était la Amgoth. Malheureusement, cette prophétie de Gaulle se révèle encore une fois exacte. Nous sommes en mauvais termes avec la Russie et on est dans une mauvaise situation. Je trouve d'ailleurs à ce propos que monsieur en même temps, qui est à l'Élysée, il ne sait plus où il en est. Parce que la France fait partie de la coalition qui impose des sanctions à la Russie sur l'affaire notamment de la Crimée et sur l'affaire Skripal. Hein. J'aime bien parler de l'affaire Skripal parce que Skripal, vous savez, ce type qui a été victime du Novichok, là, avec sa fille. Hein, cet espion, c'est à cause de ça qu'il y a une grave crise. Les États-Unis, les pays occidentaux ont chassé un certain nombre de diplomates russes. Il n'est pas mort. Sa fille non plus. Moi, j'aimerais qu'on m'explique comment se fait-il que depuis que le mec il n'est pas mort, sa fille non plus, il n'y a aucun journaliste qui a eu l'idée, tiens, je vais aller l'interroger. Il est où? C'est bizarre, hein, cette histoire. Je rappelle quand même, rappelez-vous de 3 ans en arrière, l'affaire Skripal, vous vous rappelez? Il n'y avait que ça sur les journaux, on avait chassé, la France avait chassé des diplomates. Donc il y a eu ça, le flot de sanctions, c'est avec l'affaire Skripal, d'un type qui n'est pas mort et dont on n'entend plus parler, de sa fille non plus. Et deuxièmement, ça a été l'affaire de la Crimée. Alors l'affaire de la Crimée, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La Crimée n'a jamais été ukrainienne. La Crimée a été, c'était la Tauride, hein, comme Iphigénie en Tauride. La Crimée a été successivement grecque, elle est passée de main en main les tribus khazars, après ça elle a été aux mains de tribus d'Ottomans, de musulmans, avec des... Voilà. La Crimée n'a jamais été ukrainienne, et je vous réponds. Et c'est sous Élisabeth la Grande que les Russes sont intervenus, on doit être vers 1786, et ils ont découvert qu'il y avait une rade naturelle extraordinaire, ils ont créé une ville nouvelle, la ville de Sébastopol, pour en faire le grand port de l'armée russe. Ensuite, il y a eu un afflux de Russes en Crimée, donc c'est une péninsule peuplée essentiellement de Russes. Voilà. Ensuite, pour une raison sur laquelle les historiens s'interrogent, en 1954, Khrouchtchev, pour le tricentenaire du traité de Péréoslav de 1654, qui était le traité de rattachement de l'Ukraine à la Russie, Khrouchtchev a fait cadeau de la Crimée, de la péninsule de Crimée, à la République socialiste soviétique d'Ukraine. C'est la Crimée qui appartenait à la République socialiste soviétique de Russie, mais qui n'avait jamais été ukrainienne. Hein.
Donc en 1954, Khrouchtchev donne la Crimée à la République socialiste soviétique d'Ukraine. Évidemment, à l'époque, en URSS, on pensait que c'était comme si on avait transféré, je sais pas moi, le port de Marseille, des Bouches-du-Rhône au département du Gard. En disant, bon, c'est un simple découpage administratif. Sauf qu'au moment de l'éclatement de l'Union soviétique en 1991, le problème de la succession des États en droit international, la Crimée est revenue à la nouvelle République d'Ukraine. Alors à l'époque, la Russie était subclaquante et n'avaient pas les moyens de récupérer la Crimée, mais ils avaient quand même les moyens de passer un accord de bon voisinage avec le gouvernement de Kiev pour maintenir le port de Sébastopol et toutes les installations militaires russes. Parce qu'il faut savoir, vous le savez, je pense que tout le monde le sait, que c'est absolument vital pour l'armée russe, pour la marine russe. C'est le seul port en eau chaude de la Russie. Ou alors il faut aller de l'autre côté du monde, à Vladivostok, qui d'ailleurs c'est quand même une mer froide, mais enfin ça n'est pas pris par les glaces. Et ça tombe dans la mer du Japon. Alors que dans tout le port d'Arkhangelsk, qui est pendant 6 mois de l'année dans les glaces, le seul port militaire russe en mer chaude, c'est le port de Sébastopol, qui débouche sur les détroits du Bosphore et des Dardanelles. Et donc qui est absolument fondamental. Alors lorsque les Russes avaient négocié avec l'Ukraine, mais lorsqu'il y a eu l'opération de révolution orange qui a été fomentée par les États-Unis d'Amérique, ça c'est absolument tout le monde le sait. On a la captation téléphonique de Victoria Nuland, sous-secrétaire d'État américaine, qui donne ses instructions à Geoffrey Pyatt, qui est l'ambassadeur des États-Unis à Kiev, et qui lui dit il faut favoriser un tel, il faut pas de celui-là au gouvernement. Enfin, c'était une opération de révolution de couleur organisée par les Américains et qui était l'application. Il faut lire le géostratège américain qui a écrit Le Grand Échiquier, The Great Chessboard, qui est Zbigniew Brzezinski, qui est un Américain d'origine polonaise, qui a été conseiller de Carter et qui a été un peu conseiller d'Obama. Et Zbigniew Brzezinski avait expliqué qu'il fallait, c'est l'intérêt stratégique des États-Unis d'Amérique, que d'arracher l'Ukraine à la Russie pour empêcher que la Russie redevint un compétiteur géostratégique. Donc il y a les Américains derrière. Maintenant, si vous étiez à la place de Poutine, qu'est-ce que vous auriez fait ? Vous auriez fait ce qu'il a fait, sachant que la péninsule de Crimée est peuplée entièrement à 90% de gens d'origine russe qui voulaient rester russes. Il a fait ce qu'il a fait. Alors il y a eu une intervention, un référendum. Moi je suis allé en Crimée, je peux vous dire, allez-y. Allez vous balader en Crimée, demandez l'avis des gens. Vous verrez que 90% des gens sont pro-russes. Alors du point de vue du droit international, il a fait intervenir l'armée, il a organisé en Suisse. C'est vrai que c'est pas extraordinaire. C'est pas extraordinaire. Mais ce qui n'est pas extraordinaire non plus, c'est les Américains qui ont commencé par faire une révolution de couleur. Et c'est pas. Moi, j'aimerais savoir comment réagirait. On l'a vu d'ailleurs en 1962 à la baie des Cochons, 61 à la baie des Cochons, comment les Américains ont réagi lorsque les Russes prétendaient avoir une base militaire qui était à portée des côtes de Floride. Donc, il ne faut pas aller chatouiller la moustache de l'ours russe trop là-dessus. Quant au référendum, il a eu lieu, et je ne vois pas pourquoi le référendum en Crimée serait un scandale, alors que le référendum au Kosovo ou au Sud-Soudan serait des choses formidables. Donc, voilà. Vous avez mon point de vue. Moi, je ne suis pas pro-russe. Je sais que Télérama a dit que j'avais, paraît-il, des valises de Poutine de billets, parce que régulièrement RT France m'invite. Et comme j'ai été convoqué il y a 3 semaines par mon banquier qui était très inquiet du solde négatif qu'il y avait sur mes comptes, je lui ai raconté l'anecdote que Télérama disait que je recevais des valises de Poutine. Ça lui a fait rigoler, il a dit en tout cas on pourra témoigner, c'est un procès, que nous on les a pas vus. Monsieur. Je vais prendre une question au 3e rang. Bonsoir monsieur, merci pour votre conférence. Les 3 et 4 février prochains, à Rome va se tenir une conférence nationale conservative avec entre autres Victor Orban, Marine Le Pen et Matteo Salvini. Que vous inspire cette conférence? Est-ce que vous pouvez espérer une espèce de convergence des eurosceptiques? Sont-ils eurosceptiques que vous, selon vous? Vous pouvez avoir votre avis là-dessus. Alors, j'en profite, mais là on est à la tangente de la politique politicienne. J'en profite pour rappeler que notre mouvement politique a été constamment classé par le ministère de l'Intérieur, auquel ça ne fait pas très plaisir peut-être, mais obligé par le constat des faits, nous avons toujours été classés en divers, c'est-à-dire ni à droite ni à gauche. Notre mouvement politique est un mouvement qui s'inspire des idéaux du Conseil national de la résistance de 1943-44. Allez le lire, parce que notre programme, c'est pas sortir de l'Union européenne et de l'euro.
C'est d'ailleurs un des défauts, une des critiques que je me fais personnellement, c'est que j'ai peut-être parfois trop insisté sur ce qui n'est qu'un moyen. L'objectif, et allez le voir, notre objectif, c'est, comme je l'avais dit tout à l'heure, d'abord et avant tout que la France reste la France. La France est un pays, comme dirait mon ami Emmanuel Todd, est un pays qui est, comment dirais-je, sociologiquement, du point de vue de l'anthropologie sociale, qui est un pays égalitariste. Les Français ont besoin d'un État qui assure la justice sociale entre les Français, qui assure un minimum. Voilà, en France, par exemple, les Français n'admettent pas enfin, moi, j'ai jamais vu de Français qui me disent qu'ils sont en faveur d'une médecine pour les riches et puis pas de médecine pour les pauvres. Ce qui est tout à fait normal aux États-Unis, hein, tout le monde trouve ça normal. Non, en France, on a un vieux socle catholique qui remonte à Saint-Louis. Je rappelle que Saint-Louis, c'est l'inventeur à la fois des 15-20 hôpitaux pour les aveugles à Paris, mais aussi des premiers services publics, hein, les établissements de commun profit, disait Louis IX. C'est pour ça qu'il a été canonisé d'ailleurs. Donc en France, on a un vieux fond qui n'admet pas les injustices, les inégalités sociales trop criantes devant les grands événements d'une vie qui sont la naissance, l'éducation, la maladie et la mort. Voilà. Et moi, étant français, je suis comme beaucoup de Français, je trouve normal qu'on ne tienne pas compte du niveau de vie de quelqu'un quand il va à l'hôpital pour se faire soigner. Voilà, qu'on ne lui demande pas, comme c'est le cas aux États-Unis, sa carte de crédit en premier. Ça, je trouve ça tout à fait normal. Alors, nous, on a donc un programme qui s'inspire des idéaux du Conseil national de la résistance. Nous avions des grands services publics à la française auxquels les Français sont très attachés. Hein, parce que EDF a quand même été... Il y a quelqu'un qui avait dit une blague une fois, c'était la seule entreprise soviétique qui fonctionnait au monde. EDF, ça a quand même été sous la houlette de Marcel Boiteux, ça a été le premier électricien mondial. On a donné à la naissance la France à la première filière mondiale électronucléaire. Enfin, c'était des fleurons extraordinaires. Et on est en train de tout détruire au profit de cette anglo-saxomanie, voilà, et surtout des gens qui ont pris le pouvoir médiatique. Alors, là-dedans, on a mis dans la tête des gens que s'opposer à cette destruction de ce qu'a été la France, s'opposer au pillage de notre patrimoine public et privé, à la privatisation de tout, à la remise en cause de l'ultralibéralisme, on a mis dans la tête des gens finalement que les seuls qui étaient contre l'Europe, c'était l'extrême droite. Donc on met dans la tête des gens que c'est Madame Le Pen ou sa nièce, parce que c'était toute une dynastie. Hein. Le père, la fille, la petite fille, la grand-mère, le chien, l'oiseau, etc. Donc on a une dynastie. Non, c'est pas bon. Enfin, déjà, moi personnellement, je n'aime pas ce genre de choses. Je trouve ça malsain. Donc on fait se rencontrer avec M. Salvini, M. Orban. Mais le point commun de ces personnalités-là, c'est quand même qu'ils ne veulent pas sortir de l'Union européenne. Ils n'ont pas du tout le même discours que nous. Ils ont un discours qui porte beaucoup plus sur les questions migratoires, des questions d'immigration. Mais moi j'ai vu en particulier Marion Maréchal Le Pen, si j'ai bien compris, elle est reçue en grande pompe outre-Atlantique. Hein, donc voilà, moi je vois en définitive que lorsque M. Salvini a été au pouvoir en Italie, il a réglé en rien ni les problèmes de l'euro qui ravagent l'industrie italienne, ni les problèmes des problèmes sociaux, la même chose que ce qui se passe en France. Donc nous, on n'a pas du tout la même... Je ne dis pas que dans ce que dit Mme Le Pen ou M. Salvini ou M. Orban, il n'y a pas de temps en temps des choses avec quoi on est d'accord, bien sûr. Mais dans ce que dit Mélenchon ou Fabien Roussel ou Nathalie Arthaud, il y a des choses avec lesquelles je suis d'accord aussi. Hein, il y a des choses sur lesquelles je suis d'accord. Mais le problème, c'est que j'ai eu un débat un peu houleux l'autre fois sur CNews avec Éric Zemmour, parce qu'il voulu me faire avaler l'idée que l'identité était un sujet plus important que la souveraineté. Mais si vous n'avez pas de souveraineté, vous ne pouvez pas défendre votre identité. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est comme M. Dupont-Aignan qui lance, là, il y a 2 jours, un truc incroyable, une primaire. Il a eu la gentillesse de m'inclure dans la primaire. Il y a Julien Aubert, avec qui j'en parlais hier, qui a dit qu'il avait découvert à cette occasion qu'il était candidat à l'élection présidentielle. J'ai Natacha Polony qui m'a envoyé un petit SMS parce qu'elle a trouvé que ma réponse, le truc était très bien. Elle a aussi... M. Dupont-Aignan, il a lancé comme ça une espèce d'opération de com en disant on va faire une primaire. Mais il faudrait que ce soit des gens qui soient d'accord sur l'objectif essentiel. Et moi, je ne suis pas d'accord avec Mme Le Pen ou M. Dupont-Aignan, puisqu'ils veulent rester dans l'Union européenne. J'ai quand même dit et redit qu'il faut quand même... C'est pas une fantaisie que nous avons. Vous avez l'exemple de Tsipras. C'était un copain de Mélenchon. Vous vous rappelez, c'était bras dessus, bras dessous. Tsipras, il arrive en Grèce. L'ultra-gauche, on allait voir ce qu'on allait voir. On l'a vu.
Le nombre de suicides chez les retraités multiplié par 2. Toutes les entreprises privatisées. L'ultra-gauche privatise à tour de bras. C'est dingue. La Hongrie n'a pas l'euro. Orbán a même fait inscrire dans la constitution hongroise que le forint est la monnaie de la Hongrie. Ce qui est une aberration compte tenu du traité auquel il a souscrit au moment de l'adhésion. Donc la Hongrie n'a pas les injonctions sur l'euro, et par ailleurs fait partie des pays bénéficiaires nets dont je parlais tout à l'heure, donc une économie relativement florissante. Mais Orbán, en fait, il s'est surtout marqué sur la volonté sur des questions migratoires, faisant voler en éclats ainsi notamment le processus de Dublin, qui est un truc absolument ingérable. La France se retrouve dans une situation dingue avec ce processus de Dublin. Je ne sais pas ce qu'il en est à Lyon, mais si vous arrivez à Paris, vous allez sur le périphérique nord, du côté entre la porte d'Aubervilliers et la porte de la Chapelle, vous avez des centaines et centaines de personnes. Le journal Le Monde, je crois, en a comptabilisé 2300, essentiellement des Afghans, qui vivent dans des conditions épouvantables comme dans des favelas de Rio 1962, grande époque, avec des coups de couteau, des assassinats, des trafics en tout genre, drogue, prostitution, des gens... Enfin, c'est dingue, c'est aux portes de Paris. Et si vous allez vous enquêter là-dessus, c'est ce qu'on appelle les dublinisés. C'est-à-dire qu'ils sont entrés, ils ont eu un papier dans un pays de l'Union européenne, et ils sont maintenant en France, on peut pas les... On ne sait plus quoi en faire. On est dans une zone de non-droit. Alors c'est vrai que Orbán, de ce point de vue-là, a mis le doigt là-dessus, mais bon... c'était vous qui me posiez la question. Moi, si vous voulez, je ne comprends pas que l'on puisse être, comme le dit M. Dupont-Aignan, patriote et vouloir rester dans l'Union européenne. Ça, pour moi, ça n'a pas de sens. C'est un chaud-froid de volaille. C'est un oxymore. Ça n'a pas de sens. Voilà. La France a une mauvaise image dans le monde de plus en plus. Hein. Monsieur Macron, qu'on nous a présenté comme le génie du siècle, il a réussi à se fâcher avec tout le monde. C'est quand même assez fort. Et là, je ne vais pas gloser là-dessus, mais que ce soit les États-Unis où Donald Trump lui a retiré les pellicules qu'il avait sur son costume jaunasse, jusqu'à Poutine, qu'il a traité comme un gamin, en passant par toute l'Afrique de l'Ouest, qui a protesté après l'affaire lorsqu'il avait dit à Roch Kaboré, le président du Burkina Faso, qui était allé réparer la clim. Vous savez qu'il s'est mis à dos l'Afrique de l'Est après, quand il a plaisanté de façon scandaleuse sur les migrants comoriens qui mouraient dans le détroit de Mozambique. Après ça, il est allé en Australie, il a parlé en anglais, il s'est mal exprimé, il a dit que la femme du Premier ministre was very delicious, donc ça veut dire votre femme est vachement bonne, donc... Il a été traité dans... C'est vrai, la France a été ridiculisée. Il a été appelé Pépé le putois dans toute la presse australienne. Après ça, enfin bon, bref. Il est fâché avec les Italiens, il a rappelé son ambassadeur. Il s'est fâché avec les Anglais, il est en mauvais terme avec Madame Merkel, il fait la leçon aux Polonais, il est en mauvais terme avec les Hongrois, il s'est brouillé avec Bolsonaro au Brésil. Enfin, le mec s'est rendu détestable à tout le monde, quoi. Bon. Donc ça, actuellement, c'est conjoncturel. J'ai la faiblesse de penser. Élisez-moi, d'abord. Et vous verrez. Non, parce que moi, à la différence de quelqu'un que je le connais, le pauvre Macron, on est du même corps. Enfin, du même corps administratif. Je le connais. Non, mais c'est un type, ça va pas. Il a aucune expérience. Il n'a pas beaucoup d'expérience. Voilà. Bref. Le logiciel France redémarre en quelques minutes. Vous verrez. Élisez-moi, vraiment, je prends un pari ici. 6 mois après, l'image de la France aura complètement changé dans le monde. C'est assez simple. Hein. Il suffit que la France reste la France. Regardez comment Chirac, qui n'est pas quelqu'un que je porte au nu, mais c'était quand même mieux que ce qu'on a maintenant. Puis j'ai travaillé auprès de lui. Regardez comment Chirac, en 2003, au moment de la guerre en Irak, s'est opposé aux États-Unis. Reprenez les dépêches de l'époque, dans le monde entier, sauf aux États-Unis, et dans certains pays européens, dans le monde entier, il y avait 90% de l'opinion publique planétaire qui disait bravo la France. Il y avait des files d'attente de Mexico à New Delhi, de Sydney à Moscou, de Johannesburg au Caire, de Tokyo à Buenos Aires, des files d'attente devant les alliances françaises, des gens qui voulaient apprendre la langue française. De Gaulle avait parfaitement compris que la vocation de la France, c'est d'être une puissance moyenne, mais qui jouit d'un immense prestige mondial du fait de son histoire, du fait de la Déclaration des droits de l'homme, du fait de son histoire prestigieuse. Actuellement, elle se vautre, mais la France, redonner à la France son lustre et sa grandeur, vous verrez comment d'un seul coup, elle retrouvera une image extraordinaire vis-à-vis des peuples du monde. Maintenant, si la France sort de l'Union européenne,
Je vais vous faire un aveu. L'Union européenne, ça sera terminé. Parce que la France, déjà, c'est déjà 17% du budget. Après le départ des Britanniques, c'est 20% du budget. Bon. Deuxièmement, la France est un pays fondateur. Troisièmement, la France, c'est quand même... Ne sous-estimez jamais votre patrie. La France est un très grand pays. Même si on ne cesse que de dire aux Français que nous sommes en fait de la gnognotte. Nous sommes un grand pays. Rappelez-vous ce qui s'est passé en 1848, lorsque Louis-Philippe a été chassé de France. Ça a été une vague de libération sur l'ensemble du continent. Il a fallu que Nicolas Ier, le tsar, mette le holà, le gendarme de l'Europe, tellement les trônes étaient menacés un petit peu partout. Rappelez-vous la commune de 1870, dans le monde ouvrier par exemple, ça a été un formidable espoir. Rappelez-vous comment en 1918, la France conquérante a influé sur le monde, y compris par exemple avec la Turquie, qui était tous les régimes du Moyen-Orient qui se sont inspirés de la laïcité à la française, Atatürk, le parti Baas en Irak, le parti Baas en Syrie, tous ces partis qui étaient... C'était pas des démocraties, c'est vrai, mais le gardien des deux saintes mosquées, c'est pas non plus un grand démocrate, hein. Quand on voit que l'Occident, les États-Unis, veulent détruire les régimes laïques et progressistes du monde arabo-musulman pour favoriser des pays les plus obscurantistes comme l'Arabie Saoudite ou le royaume du Bahreïn par exemple, où évidemment il y a la 5e flotte américaine à Manama. Mais c'est quand même incroyable de voir comment les Occidentaux actuellement détruisent l'influence de la France, qui était une influence progressiste et bénéfique. Donc lorsque nous serons sortis de l'Union européenne, je peux vous dire que les Tchèques, les Néerlandais, les Grecs, les Italiens vont suivre le mouvement. C'est un ensemble, c'est exactement ce qui s'est passé. Quand un château de cartes une carte commence à glisser, vous ne pouvez pas l'arrêter. C'est ce qui s'est passé avec 1991. C'est de la même façon qu'une fois que la France sera sortie de l'euro, il n'y aura plus... Alors certains anticipent qu'il pourrait y avoir une espèce d'euro résiduel qui serait un euro du Nord avec l'Allemagne, l'Autriche... c'est l'Anschluss, hein. Peut-être les Pays-Bas, la Finlande, mais moi je n'y crois pas. Je pense qu'il y a des phénomènes, si vous voulez, des dynamiques historiques. Et puis, même si ça n'était pas le cas, une fois il y a eu, sur France 3, c'était il y a quelques mois, il y a eu un reportage, pour une fois c'était un reportage assez marrant et assez juste. Et ils étaient allés interviewer un de nos compatriotes qui était viticulteur en Gironde, dans les vins de Bordeaux. Et ils ont dit, alors est-ce que le Brexit vous fait peur? Et notre compatriote a dit, vous savez, on vend du Bordeaux aux Anglais depuis la guerre de 100 ans, je vois pas pourquoi ça allait s'arrêter. Ben oui. Comme je l'ai dit d'une façon un petit peu ironique et méchante, Jean-Claude Juncker ne va pas se priver de son whisky à 9h du matin. Et il va continuer à l'importer. Et les Anglais vont continuer à acheter du Bordeaux et du cognac. Et au-delà de ça, ça veut dire tous les échanges intra-entreprises. On va continuer à vendre des voitures, à vendre de la nourriture, de l'agroalimentaire, des services. Donc ne croyez pas... il faut arrêter de penser que si on sort de l'Union européenne, la France va devenir la Corée du Nord. Ça n'existe pas. Il y a trop d'intérêts. D'ailleurs, vous avez vu les tout derniers développements qui viennent d'apparaître à ces jours-ci. C'était hier et avant-hier. Avant-hier, on apprenait qu'il y a 1000 entreprises dans les services financiers qui vont investir au Royaume-Uni post-Brexit. Et hier, on a appris, allez voir, c'est sur, je crois, les Échos, je sais pas quoi, que le Fonds monétaire international vient de revoir complètement ses prévisions. En fait, il n'y aura aucune apocalypse sur le Brexit. Tout ça, c'était du pipeau, c'était de la propagande. Ne vous laissez pas intimider par le Project Fear. Merci à vous. Malheureusement, on va pas pouvoir prendre... Alors je m'appelle Othman El Hadj Saïd, je suis président de l'association Politeia et j'ai permis d'organiser la conférence de ce soir avec François Asselineau sur l'avenir de l'Union européenne. Alors moi je vais vous parler un peu de mon ressenti sur la conférence en ayant écouté attentivement Asselineau, et j'ai trouvé qu'il était très pertinent de commencer d'abord par l'histoire pour justement mettre en perspective les problématiques actuelles. Donc il a montré qu'historiquement l'Europe n'a jamais été unie et qu'il y a eu plusieurs tentatives au cours des siècles et que l'Union européenne est au final une utopie. Et en tant que président de l'association, je pense que ça a été une conférence intéressante pour les personnes qui ont assisté à la conférence, car ils ont pu connaître un nouveau point de vue sur la question de l'Union européenne. Et je pense que Asselineau ce soir a permis de lancer des pistes de réflexion à ceux qui connaissaient vaguement l'Union européenne. Alors moi je m'appelle Kenzo Morinello, j'ai 21 ans, je suis
suis vice-président de l'association Politeia. Alors Politeia, c'est quoi? Politeia, c'est avant tout partie d'une idée qu'on a eue avec Othman, le président, parce qu'on s'est rendu compte que les étudiants n'étaient pas assez informés de la vie dans laquelle ils vivaient, du monde politique, économique, social, toutes ces disciplines qui recouvrent le droit et la science politique à laquelle nous appartenons. Et nous avons trouvé intéressant d'essayer de réunir un ensemble d'étudiants qui ne pensent pas forcément la même chose, qui ont des idées différentes, une autre perception du monde, de la société dans laquelle ils vivent, pour permettre de s'engager dans une association de débat, une association de projet aussi. La preuve, ce soir nous avons invité M. Asselineau qui a permis de s'exprimer avec ses points de vue, avec ses idées, qui ne sont pas partagées forcément par tout le monde, mais c'est le cœur de notre association, faire parler des gens qui n'ont pas les mêmes idées que tout le monde. Donc nous regroupons une association qui regroupe 35 étudiants environ à l'université de Lyon 3. Tous ont des engagements politiques ou non, tous ont des idées différentes. On en a certains qui sont plus libérales, d'autres plus conservateurs, d'autres certains qui sont marxistes, d'autres qui ne le sont pas du tout, qui ne pensent rien. Et l'objectif, c'est d'ouvrir les étudiants avant tout, à ceux qui ne s'y intéressent pas, les ouvrir et se poser les bonnes questions sur le monde d'aujourd'hui et le monde de demain, parce que nous estimons que les étudiants sont les acteurs réels du monde d'aujourd'hui que nous devons construire, en tenant compte bien entendu de ce qu'ont fait nos pères et nos aînés. Donc voilà, c'est un peu, je vous dis ça avec beaucoup d'humilité, enfin j'essaye, mais je pense que ça peut être porteur, que ça peut être intéressant et que ça peut être très enrichissant. La preuve, une nouvelle fois, nous avons été complets ce soir, les gens ont été très contents de la conférence que nous avons tenue. J'ai pu échanger avec M. François Asselineau. Moi j'ai été frappé de voir avant tout un homme, avant d'être un homme politique, c'est un homme qui est doté d'une grande culture, une culture sur son pays, une culture du monde, très intéressante. Il me semble que M. Asselineau parle le japonais couramment, d'après ce que j'ai pu lire. Donc moi j'ai vraiment trouvé ce personnage intéressant, intriguant, et effectivement je pense qu'il peut être porteur d'un message vis-à-vis de personnes qui pensent, ou qu'il a pu convaincre aussi certaines personnes, je ne sais pas. Nous pensons qu'en tout cas, au vu du succès, M. Asselineau a fait ça le comble. M. Asselineau a montré que la culture française était quand même assez intéressante et assez riche, et que le monde entier justement était fait face à de nombreux enjeux qui posent un certain nombre de questions auxquelles il nous appartient, nous les étudiants, d'apporter des réponses. Voilà, un grand merci à toutes celles et tous ceux qui œuvrent pour le développement de l'UPR dans le Rhône. Et puis j'adresse aussi mon soutien, et ça je vais le faire demain, à nos candidats qui se présentent à Lyon, à Villeurbanne et également à Brignais. C'est une des raisons pour lesquelles je suis venu dans le Rhône. Pour les élections municipales, notre mouvement doit continuer à s'implanter et à se développer. Merci à tous.